aligner ce que les gens pensent. Bonsoir, bienvenue dans cette C'est nouvelle nous qui émission devons donner aux Le gens de Kiosque. quoi penser. Nous sommes dans l'émission le Kiosque qui a commencé un petit peu plus tôt avec Michel. Voilà, nous sommes donc jeudi soir et on enregistre cette émission Le Kiosque qui sera diffusée en télévision vendredi 20h, samedi soir 18h et dimanche matin 10h. Il y a encore d'autres diffusions dans la semaine. Avec nous ce soir, Raphaël Séminor, bonsoir. Monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir. Décidé. Tu m'affubleras de ce qualificatif chaque fois que je serai là. Mais non, mais quand le maire est empêché, c'est toi qui le représente. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais j'accepte. Mais bien, bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs que je suis heureux de retrouver. Et puis nous discuterons de choses extrêmement importantes, notamment la violence à Fort-de-France. Bon, c'est un des points retenus par toi. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on s'appesantisse sur cette question qui est une question importante pour la société martiniquaise. Merci beaucoup. À côté de toi, Michel Bonchi, le patron du journal Justice. Bonsoir, bienvenue. Ben, je suis le rédacteur en chef, je ne suis pas le patron, mais bon, nous essayons depuis 2 semaines d'assumer le fait que nous existons depuis 105 ans. Oui. 105 ans, c'est un... Je crois qu'il n'y a aucun organe de presse en Martinique qui peut se vanter d'avoir tenu 105 ans. Et je pense que nous avons aussi le devoir... Il a parlé de la violence. Nous avons un devoir d'éducation et de conscientisation des Martiniquais. Bien, bon, on va en parler. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mano, bonsoir à l'ensemble des auditrices et des auditeurs et à tout le monde sur le plateau. Ravi d'être parmi vous. On a connu une semaine très difficile en Martinique pour nous tous quasiment et moi en plus particulièrement. Donc j'ai une forte pensée pour l'ensemble des familles qui sont endeuillées depuis quelques temps en Martinique. Merci beaucoup Mathieu. Bonsoir Monsieur Louis Berthier, ça va? Oui, ça va. Bonsoir à tout le monde. Ah, c'est lui, Louis Berthier. toujours heureux d'honorer une demande de prestation dans la petite chaîne. Et, merci beaucoup. Si je participe dans les débats avec les autres médias, ma chaîne Zouk TV reste dans mon cœur et donc c'est un malin plaisir que je fais de venir dans chaque fois que tu m'invites. Merci beaucoup. Et tu vois, Michel Bonchi ne savait même pas que c'était toi le leader. J'ai regardé le début de l'émission hier soir et j'ai suivi ton intervention. Bon, puis après, il y a eu d'autres choses. Bon, j'ai eu de la visite, malheureusement. Je vais regarder en replay l'émission en son entier. D'accord. Mais tu nous diras qui est-ce qui était là, d'ailleurs. Oui. Ah non. Tu veux là ce soir qu'on parle d'une autre chaîne. Voilà ce que j'allais dire. On a assez de sujets à j'allais débattre. dire, On n'a même pas le temps. C'est ce que j'allais dire. Non, mais j'ai aperçu Nado. C'est bon. J'ai su qu'il y avait Concon. Voilà. Bon. Très bien. Et puis j'ai vu là, je peux te dire que j'ai reçu un coup de téléphone dans la journée de l'animatrice qui m'a demandé un petit peu ce que je pensais. Je lui ai parlé un peu de l'édito que j'avais signé pour Justice. Bien. Merci beaucoup. Heureusement que nous ne sommes pas dans les 6 mois, parce que c'est de la pub pour ces deux politiques-là. Mais bon, on a encore le temps. On est encore dans le bon créneau. Alors, nous avions prévu un certain nombre de sujets, mais j'ai rajouté, comme vous dites chez vous, les politiques de sous-table, je crois, ou je ne sais pas quand vous rajoutez un sujet au dernier moment. Bernard Ayotte, grand officier de la Légion d'honneur, c'est le président de la République française qui l'a décoré. Est-ce que ça vous parle? Parce que d'un côté, on n'a pas parlé de la vie chère depuis septembre. Voilà, là, l'Europe a demandé à ce qu'il y ait encore des inspections, je crois. Ils ont lancé quelque chose hier ou avant-hier. Et puis en face, ça, donc est-ce qu'il n'y a pas un souci dans la manière dont ça se passe? Ou bien c'était prévu et que le président, à la rigueur, il se dit, bon, ben, c'est pas grave. Augmente le son, s'il te plaît, Grégory.
va nous en parler. Voilà. Et là, il n'y a pas de micro. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'il a pu lui dire? On m'a dit, il est en train de lui dire, t'inquiète pas, tout va s'arranger. Et il y a encore une autre nouvelle venant de l'Hexagone, c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la... Monsieur Bernard Ayotte, Ah, il a relancé. au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Voilà, merci beaucoup. Et je disais, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 2 ans à porter un bracelet. Le bracelet électronique a été retiré, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais dans ces jours-ci. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que 2 ans de condamnation à porter le bracelet, il a peut-être fait ça 2 mois. Hein? Alors, il a fait 3 mois, je crois. 3 mois. 3 mois. Je ne sais pas si c'est 2 ans, c'était 1 an. C'était 1 an. C'est 1 an, oui, D'accord. c'est 1 an. 1 an, apparemment, comme il a plus de 70 ans. Mais je trouve que c'est maladroit, très maladroit, parce que ça donne le sentiment à la population qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Qu'il y a une justice pour les puissants et une justice pour les plus démunis. Et je trouve que même si ça se fait de manière tout à fait légale, je pense qu'on n'aurait pas dû faire ça. Et c'est Sarkozy avec son bracelet. Alors, Il a encore un procès qui arrive là. Il a encore un procès. Le Et les gens Kadhafi. disent même dans le public, il met un bracelet non, bah Sarkozy. C'est pour te dire que les gens pensent que là aussi, il y a un traitement de faveur. Voilà. Bien. Mathieu, tu as une opinion sur ça? Non, après que c'est bon, vraisemblablement, c'est la loi. En tout cas, il avait fait la moitié de sa peine. Et quand on a fait la moitié de sa peine et quand on a 70 ans, on peut demander le fait qu'on puisse être libéré, entre guillemets, plus tôt. Et c'est ce qui a été fait, hein. C'est-à-dire qu'on lui a retiré le bracelet au bout de 6 mois. Donc, voilà. Ok. Et puis ça change pas grand-chose parce que entre M. Sarkozy qu'on enlève le bracelet et puis ceux qui mettent le bracelet qu'on met pas le bracelet pour eux. Oui. Donc, vous savez, ça me laisse indifférent, complètement indifférent, parce que combattre la délinquance et puis voir comment c'est traité à la fin, mais ce genre de truc-là ne m'étonne même pas. Et surtout que M. Sarkozy, c'est pas le premier à qui on va enlever un bracelet ou le premier qu'on ne va pas mettre le bracelet alors qu'on avait le droit. Mais passé un certain âge, on est exempté de peine de prison. Donc, pour des catégories de délits ou de crimes. Et donc, il rentre dans ce cadre-là sûrement. Tant mieux pour lui. Mais il faut voir que c'est une loi qui est valable pour tous les Français. Donc, aux avocats et puis aux Français de demander pareil. Mais sinon, moi, ça me laisse indifférent de voir qu'on met un bracelet, qu'on enlève un bracelet, parce que moi, je suis contre ce genre de truc-là. Ça sert à rien, enfin, que le bracelet. Le bracelet, hein, c'est pratiquement incontrôlable, donc tout le monde fait ce qu'il veut avec, il peut aller à droite, à gauche. Le temps que ça sonne, tu as le temps de revenir, non. D'accord, très bien. Là, je précise que c'est Louis Berthet, c'est un officier de police hein, qui parle et qui dit ça. Donc, ce sont des mesures, en fin de compte, pour désengorger des prisons, et puis pour aménager certaines personnes. Parce que je dis toujours que les lois ne sont pas faites pour le simple citoyen, et les lois sont faites pour d'autres personnes. Donc, quand on fait ça, c'est soit pour aménager quelqu'un, soit pour justement ne pas engorger les prisons. Mais est-ce que c'est une mesure qui est efficace? Est-ce que les personnes qui ont le bracelet ne sont pas heureux d'avoir ce bracelet, justement? bien. Michel, sur ça? Non, moi je suis pour l'application de la loi de manière égale pour tous les citoyens. Bon. Si on me dit qu'à partir d'un certain âge, on peut enlever le bracelet, bon, pourquoi pas. Quant à Bernard Ayotte, jusqu'ici, je suis dans un domaine que je suis, puisque je suis ancien commissaire de la concurrence et de la consommation, jusqu'ici. L'autorité de la concurrence n'a pas encore condamné les pratiques
des pratiques commerciales du groupe Bernard Ayotte. Alors, il y a ce que l'on dit. Jusqu'ici, il n'a pas été condamné. Et par conséquent, par contre, il avait déjà grand officier, mais il y a d'autres grades dans la Légion d'honneur. Il avait Chevalier, déjà- officier, commandeur. Il y a 3 grades. Il avait déjà le premier et Alors- là, il a eu le deuxième. Là, je pense qu'il y a une reconnaissance de classe. Une reconnaissance de classe. Il est certain que... De classe, c'est-à-dire parce qu'il est béqué ou bien Non, reconnaissance capitaliste. d'argent? Ah, capitaliste, d'accord. Alors, je te dis tout de suite, je répète ce que j'ai toujours dit. Je ne fais pas un combat de race, je fais un D'accord. combat de classe. Ok. Ok, Martinique, il y a des capitalistes blancs, mais il y a aussi des capitalistes noirs. Et on voit d'ailleurs, à travers certains conflits actuels, il y a des petits patrons martiniquais qui sont quelquefois plus féroces que des patrons béquets. Je parle des Je pense à les friandises des îles, par exemple. petits patrons noirs. Petits patrons noirs. Oui. Bon, par conséquent, Friandise des îles, c'est quoi? par conséquent, Ah, c'est casse-pilote? par conséquent, Chez le alors, il y a des procédures qui sont en cours. Ok. Concernant la question, y a-t-il ou non abus de position dominante? Bon. Première question, y a-t-il position dominante? Ils ont 26% du marché. Ce n'est pas une position dominante. Tu parles de friandise? Non, je parle de GBH. D'accord. Deuxièmement, y a-t-il abus de position dominante? C'est-à-dire, y a-t-il des pratiques commerciales qui consistent à empêcher des entreprises concurrentes de pénétrer sur le marché, les empêcher d'avoir des fournisseurs, etc. Ça, c'est le travail de l'autorité de la concurrence, elle devra le dire. Mais ça a été démembré, ça. Tu parles de là où tu travaillais, c'est aux impôts, enfin bon, c'est... Non, non, pas du tout. Alors, je parle de l'autorité de la concurrence. Hein. Oui, c'est pas dans ça que tu travaillais. L'autorité de la concurrence. Alors, en deux mots pour Oui. que nos téléspectateurs s'y retrouvent. En ce qui concerne la concurrence, il y avait auparavant la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui existe au niveau central, mais qui a été démembrée au niveau local. Mais il y a quand même dans la DUTS un pôle concurrence et consommation. Bon. Et puis tu as au-dessus ce qu'on appelle un organisme qu'on appelle juridictionnel, un peu comme le Conseil d'État, quoi. Hein. Au-dessus, tu as l'autorité de la concurrence qui fait des enquêtes et qui, en principe, c'est là la faiblesse, doit s'appuyer sur les antennes locales. Et comme les antennes locales ont été en grande partie démantibulées, c'est difficile. D'accord. Voilà. Bien. Alors, dimanche passé, la Martinique est sous le choc après que 3 hommes ont été abattus ce dimanche matin, en plein centre-ville, à côté du McDonald's, sans vouloir faire de la publicité. 12 meurtres ont déjà été commis dans l'île depuis le début de l'année. Alors, nous avons la chance d'avoir Louis Berthet avec nous. Est-ce qu'il peut nous donner quelques réponses? Est-ce qu'on sait qui a fait ça? Il semblerait qu'à la police, il y ait 2 personnes, une personne qui est venue de lui-même et une autre personne qui a peut-être été interpellée. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Toujours pas, hein. Et puis de toutes les façons, le secret dans l'instruction. Si je divulgue des choses à l'antenne là, les avocats vont s'empresser de dire que M. Berthet, il a donné des indications, il a été dans le secret de l'instruction. À l'heure actuelle, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rendues au commissariat, qui ont été entendues, et donc l'enquête avance, et puis on verra. Pour l'instant, ça va. En fin de compte, on est sur une île. Et lorsqu'on croit quelqu'un vous a pas vu, quelqu'un vous a vu. Donc après, ça va aller très vite. Il suffit de trouver la personne qui a vu, et puis c'est fini. Donc l'enquête va aller vite parce que ça a choqué tout le monde. Ça a secoué la Martinique. Hein, et donc je pense que ça va se dénouer très très rapidement. D'accord. Comment combattre cette violence à la Martinique avec les armes?
Plusieurs fois ici, tu as donné des solutions. Je pense qu'elles n'ont pas été retenues peut-être par les autorités conséquentes, mais J'ai donné- aujourd'hui, ça va de mal en pis, quoi. Oui. Qu'est-ce qui nous attend demain? J'avais dit en 2018 que dans 5 ans, ni la police, ni la justice, ni les politiques ne contrôleront plus rien. Et en 2024, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Et en 2025, vous voyez comment on a démarré l'année. Et on est en avance sur le nombre de tués et le nombre de tentatives de meurtre également. Parce qu'il y a ceux qui sont morts, mais il y a ceux qui ne sont pas morts. Donc, quand on a essayé de tuer, mais qui, Dieu merci, ne sont pas morts. Mais l'affaire n'est pas terminée, quoi. Lorsqu'on a fait une tentative, soit celui qui est blessé va tenter de se venger, soit celui qui a essayé de tuer va essayer de recommencer. Donc, ces affaires-là ne sont jamais terminées. Mais concernant tout ce qui se passe là, on n'a pas voulu écouter. On n'a pas voulu écouter, on a voulu entendre ce que l'on disait. Et je suis un donneur d'alerte, je suis un conseiller à la sécurité pour ceux qui dirigent la sécurité en Martinique. Et je constate que personne n'écoutait. Et là, on se réveille, tout le monde, ah oui, mais il avait dit ça, oui. Sauf que j'avais prévu qu'on allait nous attaquer, qu'on allait perdre des personnes par 2, par 3, et que sur le lieu de travail, sur le lieu de plaisance, supermarché et compagnie. Tout le monde a dit que je suis en train d'effrayer les gens. Non, c'est parce que là où il parle. Quand vous avez des personnes sur la voie publique qui sont armées, et puis tu entends comment ils se font armer, tu entends ce qu'ils veulent faire, et puis qu'ils n'en ont pas de notion de respect de la vie, parce que pour eux, quand tu leur dis, mais attention, tu risques de te faire tuer aussi, c'est dans le jeu. Dans le jeu. C'est pour eux, c'est un jeu. Et s'ils meurent, c'est un jeu. Je pense qu'à mon avis, ils regardent beaucoup de films et puis qu'ils vont se réveiller après avoir été tués. Mais bon, ça maintenant, le mal est fait. Maintenant, on a constaté que les faits sont têtus, ils sont revenus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nous faire surveiller le Mali comme maintenant il y a eu 3 morts, c'est le Malcolm qu'on va surveiller. Hein. Parce que les 3 morts, c'est déjà derrière. Hein. C'est ce qui va arriver devant qu'on va faire. Comment on va faire? Eh ben, comment on va faire? Ça fait des années qu'on demandait une surveillance maritime. Là, on nous a accordé ça il y a 2 ans, la surveillance maritime. Ça va arriver, là on va avoir les radars. J'avais demandé 3 radars, mais ça coûte cher, on ne donne que 2. Parce que les feux de radar, c'est comme 2 pièces que vous mettez ensemble. Et quand vous avez 2 pièces de 2 euros, ça fait comme un 8. Et donc j'avais demandé un 3e pour mettre par-dessus, pour faire un chapeau. Mais là, apparemment, ils vont tellement les rétrécir qu'ils vont les machins. Donc ça fait que le 8 sera très, très... Les 2 coups ne sera pas vraiment visible. Mais ce radar, c'est oui ou à quoi? De quoi? Il y en aura 2. Il y en aura 2. D'accord. Il y en aura 2. Ces 2 radars, on vont servir à quoi? Pour surveiller la mer, pour surveiller l'air, voilà, l'air et la mer. Et pour aider, ce seront nos yeux, nos oreilles. Et puis il y aura 2 drones. Mais ce ne sont pas des drones que vous achetez au supermarché. Hein. C'est des vrais drones, c'est des mini-avions, c'est des petits avions qui sont pilotés à distance par des pilotes, des vrais pilotes. Et donc, à terre, vous aurez des personnes qui sont en bateau pour aller intercepter. Ces drones-là seront armés? Non, c'est des drones de surveillance. Okay. Ça pourrait être armé, mais non, c'est des drones de surveillance. Et c'est des drones que vous voyez dans les guerres qu'on utilise. Hein. C'est des gros trucs qui ressemblent à un avion, vraiment un gros truc, mais qui vole assez haut et qui peut permettre de combattre le vent, puisqu'on a beaucoup de vent. Les petits drones seraient vite fait balayer. Donc ces deux-là pourront justement faire le nécessaire pour pouvoir nous aider. Et puis en plus, au sol, nous avons la gendarmerie, la douane qui était déjà équipée en bateau. Et là, on a le RAID qui a été équipé avec 2 bateaux flambant neufs, avec des moteurs assez puissants pour pouvoir justement faire ce qu'il faut. Et nous avons une chance en Martinique, c'est que le RAID Martinique n'est pas comme tous les RAIDs, c'est un RAID qui a toutes les possibilités. Et ça, c'est une chance inouïe, hein, parce qu'il peut exercer d'un hélicoptère et il peut exercer sur un bateau. Et c'est pas donné à tous. Donc, on a la chance d'avoir cette équipe-là ici. Et donc, avec tout ça, on pourra mener déjà une lutte. Plus on a les gendarmes qui font un travail extraordinaire maintenant, parce qu'ils se focalisent beaucoup sur les frontières pour pouvoir essayer d'endiguer les yoles avec les moyens du bord, mais avec les yeux, les oreilles qu'on aura, ce sera un peu plus facile. Mais je dis, il y aura toujours des endroits où ça va passer. Il y a toujours, c'est comme le panier, il va toujours avoir des passes. Et le mal va toujours exister, même si on combat, même si on fait le nécessaire. Et puis de notre côté, il faut savoir que je dis toujours, je ne pleure pas pour demander des effectifs. Hein.
je demande des effectifs parce qu'il faut demander des effectifs, il faut en avoir des effectifs. Et c'est en constante diminution. Chaque année, je le dis, on diminue. On était grosso modo 450 fonctionnaires actifs. On est passé à 420. Donc on a perdu 30 en chemin entre 2002 et 2022 et 2024, puisque 25, je ne compte même pas, on vient de commencer. Et on va en perdre encore, puisqu'il y en a qui partent à la retraite, il y en a qui retournent en métropole. Et c'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour la qualité. C'est-à-dire que les officiers de police judiciaire, il faut compter 70 officiers de police judiciaire, tout confondu entre l'OFAS et puis, je veux dire, la PJ en sa généralité, et puis une vingtaine en PAF et au Lamentin. Et donc, grosso modo, on veut une centaine d'officiers de police judiciaire. Mais le gros, c'est 40 fonctionnaires de police qui ont tous les dossiers criminels et délits. Et ceux-là, ils sont pratiquement burn-out parce qu'ils ont plus de 45 000 ou 50 000 dossiers. Et ça, c'est des dossiers qui sont en attente. Mais quand il y a un crime qui vient de se commettre, il y a le live, ils le prennent aussi. Donc, ils laissent tout pour prendre celui-là. Les dossiers, ils sont toujours là, ils ne sont pas jetés, ils sont là. Donc, c'est les mêmes fonctionnaires de police qui ont surbooking. Et c'est pour ça que je dis qu'un officier de police judiciaire, c'est des fois une enquête, par exemple, de stupéfiants. C'est très complexe, ça peut durer 1 an, voire 2 ans. Un crime, ça peut durer 1 an, voire 2 ans. C'est complexe et c'est long. Rassembler les preuves et faire attention, auditionner tout le monde, etc. Ça fait beaucoup. Refaire des constitutions, refaire plein de choses. Et ça a un coût, ça coûte beaucoup. Et en plus, en heures, en temps et en argent. Et or, ce sont, par exemple, la brigade criminelle, la simple brigade criminelle de Fort-de-France, il y a 5 fonctionnaires. La brigade des stupéfiants a 3 fonctionnaires plus 2, parce que j'ai dit plus 2, parce qu'ils sont détachés pour faire une tâche annexe. Donc il y en a 3 vraiment dédiés à cela. Donc ça fait 5 fonctionnaires de police pour mener toutes les enquêtes criminelles en Martinique. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a la financière, il y a tout. Donc, je vous ai dit 40, donc il y en a qui font la finance, il y en a qui font autre chose, il y en a qui font les viols, il y en a qui font, etc. Et là, vous avez que 5 pour tous les crimes et délits que vous entendez là. Donc, comment ils s'en sortent? Et lorsqu'on me dit qu'on a assez de fonctionnaires de police, je leur dis, mais écoutez, venez travailler avec nous, venez en sous-marin chez nous, suivez-nous, regardez comment les enquêteurs travaillent, et vous verrez que si un fonctionnaire de police qui continue à travailler dans ces conditions-là n'a pas explosé, c'est que vraiment il aime son boulot. C'est que vraiment il aime. Ok. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que tu penses de ça, des crimes, les trois crimes de dimanche? Alors, dimanche, je suis allé 1 heure ou 2 après les crimes commis. Il était à peu près 9 heures du matin et j'avoue que ça a été un moment extrêmement difficile. De voir 3 corps. Oui, les corps sont restés longtemps. Très longtemps. À la limite, j'ai dû partir. J'ai dû quitter les lieux vers midi et demi. Les corps étaient encore par terre. Les corbillards sont arrivés, mais tout le monde était en train de s'affairer pour faire des enquêtes, j'imagine, le procureur, etc. Enfin, des personnes qui interviennent dans un cas comme celui-là. Puis, surtout les familles qui sont là, qui sont en dehors du périmètre qui a été évidemment dressé avec des balises pour empêcher que les gens s'approchent, bien entendu. Ce qu'on appelle la scène de crime. Oui. De crime, exactement. Et voir les familles pleurer comme ça, des personnes qui pètent un câble, parce que se rendant compte, parce qu'à un certain moment, on ne savait pas qui était par terre, qui avait été tué. Et petit à petit, l'information parvenait aux familles, parce qu'on leur a dit, il est possible que ce soit votre fils, votre frère, etc., qui soit là. Et donc les familles arrivaient. Et elles se rendaient compte que c'était effectivement ces personnes qui étaient désignées comme ça par la bande, qui étaient par terre. Et j'ai vu des personnes, franchement, sortir de ce qu'on pourrait appeler d'un comportement normal, explosant de colère, mais surtout de tristesse et de douleur. Et j'avoue que c'était difficile à gérer. C'était très, très difficile. Donc, il faut absolument qu'on s'interroge pour savoir si il faut absolument que nous vivions ça encore. J'imagine, Louis dit qu'en fait, on est presque en haut de l'iceberg, dans la mesure où il y en aura certainement encore d'autres, puisque ceux qui ont été tués seront vengés très probablement. Enfin, j'espère que non, bon Dieu, j'espère que non. Mais il est possible qu'effectivement, on soit dans une sorte de spirale
que la criminalité amène la criminalité. Et c'est ça qui interroge énormément. Et j'élargis la discussion sur pourquoi est-ce que ça nous arrive. Pourquoi? Nous avons en effet une population qui est démunie. Des jeunes qui sont là. Je ne dis pas que c'est lié à la drogue parce que je n'en sais rien. Pour l'instant, l'affaire est en instruction. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, ce qui a produit ce carnage-là. Mais quoi qu'il en soit, sur le plan sociologique, nous savons que nous avons des jeunes entre 18 et 28 ans qui sont sans emploi, sans qualification et qui parfois sont frappés par l'illettrisme. Je le dis tout le temps parce que ça correspond à une réalité. Ce sont des réalités statistiques. Et forcément, ces jeunes que l'on retrouve dans les stations-service en train de boire de la bière, dans les cages d'escalier des HLM et partout ailleurs, dans les rues, en train de fumer, de boire, etc., ce sont des jeunes qui sont des candidats à la délinquance et à la criminalité. Et c'est ce contre quoi nous devons lutter. Donc je veux parler... Alors, bien sûr, le volet répression est absolument nécessaire. Nous le comprenons parfaitement. Hier, la discussion a eu lieu sur les CRS 8. Enfin, Louisie, tu as bien vu comment les uns et les autres se comportaient par rapport à ça. La répression est nécessaire, mais la prévention est absolument capitale. Parce que si nous voulons enrayer cette espèce de spirale dans laquelle nous nous trouvons, il faut absolument que nous nous occupions de nos jeunes. Et là, c'est un problème de développement économique, très clairement. Pouvoir donner des emplois à nos jeunes. Je le dis parce que je suis issu d'un quartier populaire, Terre-Saint-Ville, tout le monde le sait. Lorsque je rencontre un jeune dans la rue, ce qui m'arrive quasiment tous les jours, qu'est-ce qu'il me dit? Pourtant, c'est un jeune que je connais. Je prends un jeune, mais c'est tous les jeunes qui sont concernés. Qu'est-ce qu'il me dit? Le patron, ou pas qu'à tirer nous en l'arrière. Voilà le langage. Même si par ailleurs, il peut dire, oui, ça y est, quand on fait moins, on a un mois, on a gagné dans un jour, dans une semaine. Dans une heure. Même s'il le dit. Mais il sait très bien que c'est éphémère. Il sait très bien qu'il ne va pas se construire de cette manière-là. Il ne va pas pouvoir passer toute sa vie à faire du trafic, du deal, etc. Parce que non seulement c'est illicite, il a un sentiment de culpabilité forcément, mais il a un besoin de reconnaissance, il a un besoin de se construire, d'avoir une famille, sa femme, ses enfants, etc. Et c'est pour ça que je dis, faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous pensons, parce que nous avons le devoir, nous, tant que nous sommes, politiques ou pas, membres de la société de manière générale, à nous occuper de nos jeunes. Vous voyez comment ils partent? 4500 jeunes qui partent, enfin, surtout des jeunes qui partent chaque année. On dévitalise notre pays, pour simplement parce que les jeunes, nous ne sommes pas en mesure de leur proposer un exutoire professionnel. Enfin, je m'arrête là, je vais reprendre la parole sur ça. Michel, sur ce sujet, bon, alors, il est évident que je partage le point de vue de Raphaël, c'est l'horreur face à ces assassinats. Et bon, la première chose qu'on peut faire, c'est d'abord s'incliner devant la douleur des familles et essayer de leur dire que quoi qu'on fasse, ils ont perdu des enfants. Bon. Maintenant, la question, il a posé la question sociale. La question de l'argent facile. Il a posé la question de l'argent facile. C'est-à-dire que le travail qu'on peut leur proposer, avec le RSA ou le SMIC, ça ne représente même pas une journée de ce qu'ils peuvent gagner en faisant du deal. Alors, au cas particulier, on ne sait pas encore, mais d'une manière générale, nous savons en Martinique, la circulation des armes, les meurtres sont liés au narcotrafic. Il ne faut pas se voiler la face. mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ça. Hein. Tout le monde est d'accord sur ça. Hein. Non mais, bon, alors, le problème, tout le monde, ce qu'a évoqué M. Berthet, c'est le manque de moyens, pour la répression, pour trouver les filières, pour remonter les filières. Vous tombez sur un type qui dit, mais derrière, il y a des gens.
faut remonter la filière. C'est un travail, c'est le travail d'un policier, de démonter les mécanismes. Par conséquent, il y a un travail de répression et de préservation de la société qui est un travail indispensable. Et de ce point de vue-là, l'État a failli. L'État français, qui détient le pouvoir régalien, on peut dire qu'il a failli. Alors, il y a quelques initiatives qui ont été prises depuis quelques mois. Il les a énoncées. Les radars, les drones, les hélicoptères. Et puis j'ai entendu récemment qu'on a des gendarmes mobiles, l'opération Scotopédia. Scotopédia, c'est le nom d'une chouette. Bon, c'est-à-dire que ce sont des gendarmes qu'on poste sur des plages où on sait qu'il y a des yoles qui arrivent et des yoles qui partent. Et en quelques mois, on aurait récupéré 1000 cartouches. On aurait récupéré 1000 cartouches, sans compter d'autres, des cigarettes, etc., d'autres produits illicites. Bon, ça c'est un travail important. Bon, mais le problème de fond, c'est que je vais le dire franchement, nous sommes en phase d'un pourrissement. C'est ce que j'ai cru dans l'éditorial de Justice. Nous sommes dans un phénomène de pourrissement de la société martiniquaise. Mais pas que la Martinique. Hein. On a ces mêmes problèmes-là ailleurs aussi. On n'a parler du Martinique. Ok. On n'a parler du Martinique. Pardon, Michel. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je vois qu'en Guadeloupe, hier, il y a un gamin de 12 ans qui a mis un couteau dans la gorge de son copain. Quand on dit la Martinique, c'est les Antilles. D'accord. C'est la Guyane. Bon, les Antilles françaises, l'outre-mer français. Bon, mais il y a un pourrissement. Mais il y a, attention, quand même, il y a un phénomène de pourrissement de la société avec ce qu'a signalé Raphaël, les 4500 jeunes qui partent chaque mois, la Guadeloupe n'est pas encore atteinte. Chaque année. La Guadeloupe n'est pas encore atteinte par ce phénomène. Elle y vient. Mais nous avons une crise démographique. Ouais. Ça veut dire que le pays ne retient pas ces jeunes. C'est ça le problème. Et c'est en ce sens qu'il faut traiter à la fois, il faut prendre des mesures immédiates de répression, il faut prendre des mesures d'éducation, de formation, il faut prendre des mesures de réinsertion. Les 3 étapes dans la lutte contre la délinquance, prévention, répression, insertion. Voilà. Ok. On va écouter Mathieu maintenant. Moi, tout d'abord, je voudrais avoir, comme beaucoup de personnes, comme tout le monde ici, une pensée pour les familles, et notamment les enfants de ces personnes, parce qu'ils avaient tous des enfants mineurs. Les avoir rencontrés, ils ont tous des enfants mineurs. Et c'est quelque chose de terrible qui se passe, que ce soit cette semaine, mais la semaine dernière, n'oublions pas qu'il y a environ une semaine et demie, on a tué un jeune de Volga. Il y a eu un souci sur la place des fêtes des Amandiers, mais d'ailleurs c'était aujourd'hui son enterrement. Donc je salue l'ensemble de ces familles qui sont touchées par le deuil ces dernières semaines. Malheureusement, nous en sommes déjà à 12 homicides en Martinique cette année. Ce sont des choses qui sont terribles pour nous tous. Et en ce qui concerne les moyens, tout ce qui est dit, je trouve qu'on prend trop de temps. Trop de temps pour mettre en chose les choses. Ziberté a parlé des 2 radars. Moi, ça fait 17 ans que j'ai vu une fois le ministre de l'Intérieur, on l'a reçu, et j'ai vu les élus, les policiers, tout le monde demander la mise en place de ces radars-là. On a pris 17 ans pour les mettre en place. Ils seront normalement opérationnels en jeu. Mais 17 ans, et bien voilà. Hein. En Martinique, il y a plus d'hommes qui ont le temps d'entrer, etc. On a eu la crise qui s'est passée au Venezuela. On sait que beaucoup de militaires vénézuéliens, par exemple, parce que le Venezuela, c'est un pays qui est en grande difficulté, il y a beaucoup d'armes qui venaient du Venezuela une période en Martinique. Là, maintenant, on voit beaucoup d'armes automatiques qui viennent des États-Unis, etc. Donc, mais toutes ces armes-là sont actuellement déjà sur le territoire. Même s'il y a eu des opérations de déposer les armes, ce n'est pas ces armes-là qu'on dépose. Il ne faut pas le déposer. Ce sont des familles qui ont eu des décès, etc., des fois dans leur famille, qui ont retrouvé des armes chez elles, ou certaines personnes qui veulent se débarrasser, qui déposent des armes. Mais ces armes qui circulent dans la rue, les opérations de déposer les armes n'atteignent pas ces personnes-là, ils ne vont jamais les atteindre. Et c'est là la grande difficulté qu'on a. On sait très bien, on en parle très souvent ici, qu'il y a 70% de la cocaïne qui arrive en saisie en hexagone provient de l'ensemble de nos territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et que, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de scanner
sur le pont, par exemple. C'est vrai. Là, ils vont le mettre en place enfin. Là, ils ont annoncé qu'ils vont mettre en place un 100% contrôle. 100% contrôle, c'est un effet d'annonce pour moi. Parce que 100% contrôle sur certains vols. Ça, les gens pensent qu'il y aura un 100% de contrôle en permanence, ça sera seulement sur certains vols. Mais n'empêche que ça peut être très efficace, puisqu'on a vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ un mois, ils ont saisi un certain nombre sur 6 passagers quand même de la cocaïne, sur 6 passagers différents qui ne se connaissaient pas. Donc ça démontre comment le système et les réseaux sont organisés actuellement. Et c'est vrai qu'il faut davantage de moyens, comme l'a dit Liberté, des moyens humains, pas que pour la police, des moyens judiciaires à tous les niveaux, parce que c'est en mettant des moyens à tous les niveaux qu'on va permettre de faire avancer les choses. Et souvent, quand l'État crée, comme là, on a vu dans la loi narcotrafic qui a été votée il y a environ un mois, crée un parquet spécialisé, crée encore des choses, ce sont à budget constant, effectif constant, voire moins de personnes. On a entendu qu'il n'y a pas longtemps, il y a environ 2 semaines, la ministre dire qu'ils vont sur l'ensemble des agences, qu'il faut diminuer les agences par 2, diminuer le coût. Donc on sait très bien dans quel contexte on est. On est dans un contexte où on annonce déjà qu'on aura besoin de 40 milliards d'euros d'économie. Ces 40 milliards, où est-ce qu'ils vont aller les chercher? Très souvent, beaucoup de personnes me parlent de la baisse des effectifs des fonctionnaires. La baisse des effectifs des fonctionnaires dans l'éducation, dans la police, dans tous les secteurs. Donc ce qui fait que souvent on a des effets d'annonce, malheureusement, suite à des crises, mais la réalité du terrain est tout autre. Là, j'ai vu que le ministre Retailleau hier a annoncé au Sénat qu'il y aura 140 gendarmes qui seront déployés en Martinique. Mais sans rentrer dans les détails, 140 gendarmes, comment? Est-ce que c'est pour 1 mois, 2 mois, 4 mois? Comment cela va se mettre en place? On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a aucune idée. Chaque fois, on a des chiffres. Et malheureusement, on se retrouve en grande difficulté. Et la violence cesse de croître dans notre territoire. Il y a de plus en plus de saisies de cocaïne. Nous en sommes déjà à 10 tonnes là, actuellement, voire même peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement, mais minimum déjà à 10 tonnes. Je trouve que quand même, on sait très bien qu'on est devenu une vraie plaque tournante et qu'il faut vraiment y aller, mettre les moyens. Parce que chaque fois, on voit des ministres passer, on en a déjà vu beaucoup, qui nous disent qu'ils vont mettre des moyens, qu'ils vont y aller, etc. Et malheureusement, on se retrouve avec des jeunes Martiniquais qui meurent. Et parfois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des fois des violences intrafamiliales, mais il peut y avoir souvent, on a eu quelques meurtres aussi, malheureusement en Martinique, avec des passants. On se souvient qu'il y a une jeune mère de famille qui est décédée sur la place de Volga aussi, qui tenait son enfant, son bébé. Ça avait marqué tout le monde. Et il faut qu'on arrête avec cela. Alors, je ne sais pas si c'est la solution. Est-ce que la police municipale pourrait peut-être aider la police nationale? Je sais qu'ils n'ont pas les mêmes prérogatives, mais est-ce que ce ne serait pas bien d'utiliser la police nationale? Hier, mais hier, par exemple, ce que tu dis, ça fait écho à ce qu'a dit le président de la République dans son intervention de 3 heures, qui était assez rébarbatif pour certaines personnes. Il a dit, je ne sais pas si tu as retenu les 3 heures, mais en tout cas, pendant les 3 heures, il a dit qu'il faudrait donner davantage de moyens, de compétences à la police municipale. C'est ce qu'il a annoncé hier. C'est pour ça que je dis ça, que ça fait un vieux débat. Écho, mais est-ce qu'il faut armer la police municipale ou pas, etc. Il faut un agrément. Non, mais c'est un vieux débat. Mais c'est certaines communes qui ne sont pas d'accord. Certaines communes. Non, mais certaines communes, la police municipale de certaines communes est armée, déjà. Hein. Ils ont l'argent pour faire ça. Ouais, ils ont l'argent. J'allais dire. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Nous, on considère que depuis un certain nombre d'années, beaucoup de maires étaient montés au créneau contre cela en disant que l'État se substitue, du moins, il veut faire les communes se substituer à elle. C'est-à-dire qu'il diminue les effectifs de la police nationale et en voulant rejeter sur la police municipale. Parce que c'est un coût, la police municipale. C'est un coût, ça a des moyens. Et ce qui fait que, au contraire, l'ensemble des mairies, quasiment, ont augmenté leur force de police municipale. Qui sont sur la voie publique, quasiment l'ensemble des municipalités. Et on voit même qu'en Hexagone, il y a des municipalités qui ne peuvent pas, qui embauchent des policiers et qui font, entre guillemets, une optimisation. Il y en a qui sont 2 jours par semaine dans telle commune, 2 jours par semaine dans une autre, etc. Et là, ça ne marche pas. J'avais proposé ça ici en Martinique. Hein. Oui, c'est vrai. Et personne n'a retenu. Aucun maire n'a voulu associer la police municipale de Ducos avec Saint-Esprit ou bien Rivière-Salée. Ils l'ont essayé une fois entre Saint-Esprit et puis Ducos sur les fêtes patronales et compagnie. Et puis après, ça a pris fin. Mais je pense, à mon avis, que c'est une bonne chose. Je suis celui qui prône pour armer les polices municipales parce qu'ils portent un uniforme. Donc, ils sont en danger comme moi-même. Ils sont des cibles potentielles pour ces gens-là, comme moi-même. Donc, quand c'est écrit police sous la voiture, on ne regarde pas si c'est municipal ou pas. Clarissa a fait les frais. Donc, voilà, non, il faut les armer, il faut les former. Pour cela, il faut les armer. Ouais. Et il y a certaines missions de la police nationale qu'il faut dédier à la police municipale. Et c'est un complément d'objet direct.
Et pour l'instant, la police municipale est vouée à obéissance totale au maire et c'est normal puisque c'est sa police municipale. Mais le problème qui se pose, c'est que le citoyen attend la sécurité. Et or, la plupart des fois, la police municipale est dévoyée pour toutes sortes de choses sauf pour la sécurité. Et donc il va falloir lui donner les pouvoirs, certains pouvoirs de police judiciaire. Déjà, pouvoir faire un PV. Déjà que les radios des polices municipales, déjà pour Fort-de-France et Lamentin, soient en même centre de commandement de la police nationale, qui est un policier municipal avec, et les autres sont donnés là, tout le monde soit qui. Et je me disais même qu'il devait avoir un pompier, parce que la réaction, quand on demande justement les secours, on dirait qu'il prendrait l'appel 17. Voilà. Donc tous ces trucs-là doivent être coordonnés, mais personne n'écoute, personne ne veut entendre. Eh bien, si, par exemple, la CACEM décide que sa police municipale, en généralité, Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph, on converge ensemble. On a combien? T'as combien? Eh bien, voilà. On met tous ensemble. Et puis, on fait des patrouilles qui correspondent à quelque chose. Et chaque ville a au moins une patrouille, deux patrouilles qui fonctionnent. Et quand on a un gros truc, par exemple, fait patron là sur Fort-de-France, on laisse une patrouille, par exemple, à Saint-Joseph, et les autres sont rapatriés sur Fort-de-France. Et vice-versa pour Lamentin. Et quand Lamentin a un problème, ça décharge la police nationale d'une surveillance d'une fête patronale, par exemple. Et parce que là, il faut voir le nombre de forces de police qui est mobilisé. Et surtout quand on a des fêtes à la Savane, quand on a des fêtes au Lamentin. Et là, la police nationale est contournée à faire justement une sécurisation du site parce qu'il y a beaucoup de monde. Et ça incombe à la police nationale parce un nombre de personnes sur la voie publique. C'est nous qui prenons. Mais le problème qui se fait, c'est que le reste des citoyens, ils sont pas de couverture, en fin de compte. C'est ça. Donc, s'il y a un coup dur, voilà, on lâche là, on prend là. Donc, c'est mal organisé. Il faut organiser ça et mutualiser les forces. Comme Lamentin et Fort-de-France, on a fait ça. On a un DTPN. On a pris toutes les polices de Martinique et un seul homme qui commande à la tête, qui commande toutes les polices. J'ai entendu quelque chose que j'ai trouvé tellement bizarre. Un policier municipal qui arrête un véhicule et il essaie de savoir si c'est pas un véhicule volé. Mais je crois qu'ils n'ont pas accès. S'il est dans la salle de commandement avec la police, il aura cet accès. Voilà, si, mais c'est pas le cas actuellement. Non, il aura l'accès. Nous, déjà, avec Fort-de-France et Lamentin, on a des policiers municipaux qui travaillent avec nous et des volontaires, hein, parce qu'il faut la cadence, elle est effrayante aussi. Mais je vais vous donner un exemple aberrant. Monsieur le maire a sa police municipale à Fort-de-France. Dans un véhicule de police, il y a un agent municipal. Sauf que lorsque nous arrivons au pont de la Ménard, si cette voiture est commandée pour aller au Lamentin, apporter assistance au Lamentin, le policier municipal qui est dedans, on est obligé d'entrer au commissariat et le déposer. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est une perte de temps, puisqu'il y a une frontière entre les polices municipales, il y a une frontière. Nous, on n'a pas la frontière, mais eux, ils ont la frontière. Donc, on ne peut pas les emmener avec nous. S'il arrive quelque chose, le maire va nous dire mon policier municipal n'était pas payé pour aller au Lamentin. Il est dans la voiture de police nationale. Donc, on est obligé de le déposer et aller porter aide et assistance qui est demandée de l'autre côté. Voici des améliorations qu'il va falloir faire et faire cesser cette frontière qu'il y a entre ces deux villes-là. Déjà, ces deux villes-là qui à eux seuls, ont 70% de la délinquance en Martinique. Ce ne sont pas les habitants, forcément, de Fort-de-France. Ce sont des 70% de toute la Martinique qui en supportent. Et les meurtres, les trucs qui se passent à Fort-de-France, ce n'est pas forcément les enfants de Fort-de-France ou du Lamentin. C'est les enfants de la Martinique. Et puis, il y a un petit truc qui me chagrine. Prévoir, c'est gérer. Gérer, c'est prévoir. Mais lorsque je constate que la police nationale fait de la prévention. On a une unité qui va dans les écoles, qui va partout pour montrer la drogue, pour parler de code de la route, et qui fait tout ce truc-là. On a perdu ça à l'éducation nationale, on a enlevé ça. Ça n'existe plus. Le civisme, les cours sur comment vivre les lois, etc. Disparu. Problème, c'est le premier problème. Le deuxième problème, lorsque vous avez, par exemple, moi, je vais dans les temples adventistes, évangéliques, dans des églises. Hier, j'étais au Mont-de-Rouge avec la sous-préfète et puis la mairesse de Mont-de-Rouge qui faisait une conférence justement sur, la violence. Et je me déplace. J'y vais, sous mon temps et mon bon vouloir.
Pourquoi? Parce que même si c'est un seul individu que je sors de la rue, je suis content, je suis heureux. Donc je vais dire aux gens, je vais dire aux jeunes, je vais dire à la population ce qu'il en est de la délinquance, ce qu'il en est, et ce qu'il faut pas, et ce qu'il faut. Et pour qu'on essaie de vivre bien dans ce pays-là. Mais je le fais, Thierry Boussinet le fait avec moi, mais le plus souvent, là, je pense que dans pas longtemps, je vais faire Rivière Pilote. J'essaie de toutes les villes qui me demandent, je viens, je participe volontairement à cela. Mais combien de fois et combien de mois qu'il faudrait pour faire, de personnes qu'il faudrait pour faire ça dans toutes les villes, pour essayer de sensibiliser et continuer à la faire. Parce qu'il suffit pas que je vienne et je repars et puis le même matin terminé. C'est pas ça. Il faut une continuité de la chose. Il faut rabâcher ça aux gens pour qu'on puisse faire et trouver des solutions. Parce que la ville de Fort-de-France a ses problématiques et peut avoir ses adaptations à ces problématiques. Et Lamentin, pas forcément les mêmes adaptations. Peut-être les mêmes problèmes, mais pas pareil. Et chaque ville aura sa façon de faire. Et là, il faut étudier, il faut savoir comment faire. Mettre en commun les choses, mais mettre en commun aussi les résultats qu'on a. Et nous, chacun dans son coin, c'est pas bon. On va jamais arriver. Alors, j'avais entendu qu'Estrosi, le maire de Nice, C'est bien ça. sa police Oui, sa municipale police, est plus importante que la police nationale à Nice, Et ils parce ont du qu'ils ont pognon. beaucoup plus de moyens. Ils ont du pognon. Hein. Ils sont vraiment... Et puis la police est armée aussi à Nice. oui, la police est armée. Mais comment on peut Neuilly, penser... Nice, Mais comment on peut penser qu'une police municipale soit plus au fait que la police nationale? C'est l'argent. C'est l'argent, mais c'est l'État, l'argent, en fait. Juste une anecdote. Ouais. Nice a augmenté sa taxe foncière de 19% cette année. Oui, mais Donc si... c'est pour te montrer que voilà. Non, mais c'est derrière ça, il y a des parallèlement. enjeux Si c'est financiers. parallèlement. Le maire ils ont moins n'hésite de pas à le prix, dire aux voilà. gens, il y a un prix, il y a un coût, il y a un Ben prix. oui, Il faut, oui. C'est là où on trouve le C'est un plus de choix caméras. politique. Oui, C'est oui, la c'est ville, un choix c'est la politique. ville où on trouve le Les plus gens de suivent, caméras par habitant. Oui, c'est Et, ça, c'est ça. Il y a un volet sécuritaire très important dans la ville de Peut-être Nice. que les gens seraient disposés à accepter ça à Fort-de-France ou au Lamentin. Hein? Vous avez vu la ville de Perpignan? Non. Il est dirigé par un élu du Front National. Allez faire un petit tour. Allez faire un petit tour, vous allez voir. Moi, je dis que c'est l'extrême des choses. C'est l'extrême des choses, mais le calme plat, c'est tranquille. Cinquantaine. D'accord. La police municipale omniprésente. C'est ça. Omniprésent. C'est ça. Non, mais C'était- faut voir que ces villes-là sont des villes de retraités. Oui. Et les C'est retraités des villes sont... riches. Oui, Ils ont bien entendu. surtout ça. Et les retraités sont très, très demandeurs, Oui. effectivement, Ils de peuvent sécurité faire payer plus cher pour avoir Mais la évidemment, sécurité. évidemment, pour avoir la sécurité, ça c'est clair. Mais tout à l'heure, là, vous avez dit quelque chose. Là. Nice Je pense- vit du tourisme. Hein. Oui. Tout à l'heure, là, je pense que c'est lui qui avait dit ça. Les enfants qui sont dans la rue, on ne connaît pas leur classe et leur devenir. Mais il y a un problème. C'est les parents. Les parents, parce que les enfants sont sur la voie publique, d'accord. Mais à quel moment un parent, par exemple pendant les émeutes de septembre, quand je prends un enfant de 11 ans au Burger King, je me demande où sont tous ses parents. Et cet enfant habite jusqu'au point de TSF. Non, Comment cet enfant est arrivé au Burger King? À un moment donné, les parents doivent être responsables de leur gamin. il y a manifestement un délitement du lien familial. Ça, c'est des problèmes d'éducation. Mais c'est ça l'État. Il y a Non, deux mais- États. Il mais y a oui. C'est l'État manifestement politique, pour la et puis il y a l'État nous. Ouais. Et nous, on ne prend pas nos responsabilités non plus. Et donc, Je suis tout à fait renforcement des d'accord avec ce que phénomènes. tu dis. Il y a une dimension du problème qui est une dimension citoyenne. Il est certain que dans la mesure où nous avons lâché et nous avons abandonné les principes d'éducation que nous avons eus, que moi j'ai, mon père m'a éduqué à la dure. Mais tu ne pouvais pas appeler l'assistante sociale pour dire oh, mes parents me battent, de venir me sauver. Alors, Les parents il y a un vont vrai divorcer les problème. enfants. Il y a un vrai problème. Ce qu'il dit est vrai, c'est les parents, c'est les citoyens. C'est-à-dire que face à ce problème de délinquance et de violence, je pense que l'horreur de ce qui s'est passé dimanche doit être l'occasion d'une prise de conscience des Martiniquais. Ouais. Alors, L'État doit faire son boulot, mais nous aussi, même. devons faire le nôtre. la question que je voudrais poser à Louisie, lorsque je regarde
les principales mesures qui ont été décrétées par le préfet lundi, suite à la tuerie de dimanche. Patrouille mixte, police nationale, police municipale, dès cette semaine à Fort-de-France. Déploiement de gendarmes mobiles chaque week-end dans les quartiers sensibles. Reprise des contrôles ciblés autour des établissements nocturnes et sur les 2 roues. Exploitation renforcée des images de vidéoprotection, etc. La question que je me pose, c'est de savoir pendant combien de temps. Mais c'est... Est-ce que ça a commencé? Mais ça se fait déjà, avant D'accord. même qu'il annonce ça. Il annonce des trucs D'accord. qui existent déjà. Mais le problème qui se pose, c'est que combien de temps, comme il a dit, il suffit tout simplement qu'il y ait un mouvement de grève, c'est fini. On repart dans nos travers et on oublie qu'on avait ça comme mission. Parce que ce sont les mêmes bonhommes qui vont faire justement l'encadrement de la grève. Mais première erreur sur les débits de boissons. Pourquoi les boîtes de nuit se ferment à 7 heures? Pourquoi une 7 boîte heures de du nuit, matin. 7 heures du matin, oui. ça ferme à 7 heures du matin. Si ça ferme à 4 heures du matin, il ferme à 5 heures du matin. Personnellement, j'ai demandé que ça ferme à 4 heures du matin. Pour laisser, c'était mes dires. Maintenant, je sais pas si, j'ai pas la science infuse seule, mais je disais, c'est pour laisser les gens qui ont fêté rentrer, prendre le temps de rentrer pour ne pas croiser ceux qui vont travailler ou ceux qui vont à la messe ou ceux qui vont faire leur course ou ceux qui vont au marché, comme les vendeuses et compagnie, pour ne pas croiser, pour ne pas avoir de conflit d'intérêt de chacun. Qu'on puisse chacun rentrer chez soi et occuper ses occupations qu'on a l'habitude. Sauf que, au lieu de faire monter à 4 heures du matin, on l'a emmené à 7 heures du matin. 7 heures du matin, on a commencé depuis 19 heures. Et à un moment donné, je pense que le législateur, les gens qui décident de donner ces autorisations-là, peuvent se poser la question. S'amuser 19h, 7h, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et à un moment donné, on doit dire stop. C'est la même chanson. J'avais demandé à la ville de Fort-de-France et à la préfecture de redescendre sous les horaires de fermeture des débits de boissons. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté que les meurtres se passaient entre 1h du matin et 2h du matin. Terre Saint-Ville en l'occurrence. Et à un moment donné, j'ai vu avec les tenanciers, j'ai lâché du laisse et j'ai repris du laisse. C'est-à-dire que pendant le carnaval, la loi elle est formelle. C'est les jours fériés, le vendredi et le samedi soir et les jours fériés, ils vont à 2h du matin. Sauf que moi j'étais plus loin. Pendant le carnaval, je vous ai dit, vous allez à 2h du matin, samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est pas ça la loi. La loi, c'est minuit. Les jours qui ne sont pas fériés, parce que mardi gras, lundi gras, dimanche gras, c'est pas férié. Hein, on est bien d'accord. Par contre, j'ai fait deal avec eux. Jeudi, mercredi, c'est minuit. Et pas une minute de plus. Ils jouent le jeu. J'ai laissé les gens s'amuser un peu. J'ai été hors la loi pour les laisser s'amuser un peu. Mais sauf que, en longueur d'année, il y a un moment donné, le peuple doit s'amuser. Mais un peuple qui s'amuse, qui danse, ne réfléchit pas. Mais nous qui sommes en responsabilité à droite et à gauche de différents endroits, on doit prendre ces responsabilités pour eux. Dire à un moment donné, non, parce que vous devriez vous amuser, et à un moment donné, il faut laisser les autres se reposer un peu, parce que Terre Saint-Ville était devenue une boîte de nuit ambulante. Personne, à un moment donné, c'est boudoum boudoum. C'est une guerre qu'on a menée avec les tenanciers pour les faire comprendre qu'ils n'ont pas l'autorisation pour la musique. C'est pas des boîtes de nuit, etc. On a eu beaucoup de tués, on a eu beaucoup de blessés, on a eu beaucoup de bagarres. Et pour arriver à un résultat, et qu'on est en train de casser, parce que on relâche du laisse, hein, bien sûr, hein, parce que quand on fait des fermetures, à un moment donné, monsieur le maire va me dire arrêtez de fermer parce qu'il n'y aura plus rien. Mais l'exemple de Terre Saint-Ville, c'est une marmite qui va nous exploser. Et je l'ai dit, personne ne veut m'écouter. C'est une marmite avec 7 nationalités différentes, 7 nationalités, y compris la France, français, 7 nationalités différentes qui cohabitent. Et dedans, il y a des communautés, des nationalités qui ne s'entendent pas du tout. Ce sont des frères ennemis. Le même île, je ne vais pas citer, même île, 2 pays. Oui, on parle là d'Haïti et de Saint-Domingue. Et ils se côtoient, côte à côte, ils sont dans les mêmes boîtes de nuit. Le jour où ils vont décider de faire exploser Terre Saint-Ville, c'est pas 3 morts. Ça va être beaucoup plus que ça, parce que les boîtes, les débits de boissons, ce ne sont pas des boîtes de nuit. Les débits de boissons qui s'y trouvent, des fois, ils ont le droit d'avoir que 50 personnes dedans, ils ont 400. Donc, lorsque tu as une tuerie, tu as quelqu'un qui est blessé, tu as déjà 2-3 personnes qui sont blessées à côté. Et
ça, c'est des années, je dis qu'il faut qu'on mette un terme à cela. Et il y a 142, j'avais compté, 142 débits de boissons en 1 km². Dans les 140, il doit y avoir 90 qu'on a obligé à aller vers la mairie pour se mettre en conformité. Les autres sont encore un peu rebelles. Et puis il y en a d'autres qui... Ça, c'est comme les poules. Tu penses que tu as pris qu'une meilleure poule avec 4 poussins, tu en as une autre qui était cachée là-bas avec 10 poussins. Ça pousse, on ne voit même pas. Alors, je vais laisser Raphaël répondre. Mais Oui, je veux dire que c'est la ça. mairie, depuis un certain nombre d'années, ne délivre pas d'autorisation de boissons de Oui. licence 4 sur les territoires. Mais Oui, Raphaël, absolument. mais c'est pour ça qu'il y a Mais tu sais, il y a quelques années, il y a quelques années, et Louis Liberté le sait, il y a une charte de la qualité de la vie nocturne qui a été signée avec les tenanciers de bar. Le problème, c'est que Ils ne respectent rien. ils ne respectent pas. C'est ça. Or, pour faire respecter ces règles-là qui leur sont imposées, il faut absolument qu'il y ait un contrôle. Et le contrôle ne se fait pas, ou sinon se fait de manière très aléatoire et très rarement. Enfin, je pense sous ton contrôle, mais c'est ce que moi j'observe. Lorsque, par exemple, on ferme un débit de boisson, en quelque sorte, on le ferme. Fermeture administrative. Eh bien, le tenancier, qu'est-ce qu'il fait? il met congé annuel dessus. Oui. Mais ça fait... Non, mais mais c'est vrai, il met congé annuel sur son il vend travaux. il vend de l'alcool parce qu'il lui interdit de vendre de l'alcool, mais il vend quand même. Mais sa devanture est fermée, mais il fait passer ses clients par derrière, qui viennent s'approvisionner. Et on ne peut pas entrer. Ni vu ni connu. Mais on peut Ni pas vu entrer. ni connu. Et la police Donc, peut pas ce entrer. sont des petites ficelles comme ça qui sont utilisées par ces personnes qui, de toute façon, sont en difficulté de vie sociale, et qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Pas tous, Et- hein. Oui, Ah, tout enfin, ça, là où ouais. Jean Jaurès, là, ils sont pas en difficulté, ceux-là. Je pense qu'ils se font leur beurre. Il y là. a toutes sortes de catégories de personnes là. Et je le dis souvent, c'est le seul quartier ouvert la nuit en Martinique. Oui, il faut Le seul peut-être quartier. maintenir ça, mais avec une Donc assurance et sécurité donc, dans ça. Cela signifie qu'il faut absolument qu'il y ait un regard particulier qui soit posé sur ce quartier, qui est le seul ouvert la nuit, et forcément avec des indésirables qui viennent, et qui viennent de partout, qui ne sont pas du quartier, qui viennent de partout. Il faut ce contrôle-là, un contrôle régulier, de telle sorte qu'on gêne l'activité de ces personnes indésirables. Et bon, je souscris quand tu dis il y a 7 nationalités, en effet, et certainement plus que ça. Au collège ça, c'est- d'Éter-Saint-Gilles, par exemple, il y a des classes où on trouve 13 nationalités différentes. Donc c'est enrichissant écoute, d'ailleurs pour le collège, parce que les élèves sont... Non, mais tu parles d'un convaincu. Tu parles d'un convaincu. Il y a même une petite gamine qui venait de la Roumanie. Bah, on en a Ben beaucoup oui, c'est maintenant, ça. de Roumains. Enfin voilà, on a des efforts à faire qui sont des efforts considérables à produire pour la Non, mais là tranquillité des aussi, gens monsieur dans le ce genre maire, de quartier. Là aussi, le problème qui se pose, c'est que, bon, le maire, j'ai peut-être une grande gueule pour dire le maire, le préfet, les chefs de la police, etc. Oui, mais le citoyen, il a un droit aussi d'aider. Il a un droit à participer, à remettre la sécurité à sa place. C'est un Et problème, là, c'est un problème capital que tu poses là. Parce qu'effectivement, la sécurité, c'est de la co-construction. Parce que, pour ne prendre que l'exemple de dimanche, la tuerie des trois personnes, les policiers, quand ils sont arrivés, ils ont posé des questions, etc., aux uns et aux autres. Omerta, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Alors je comprends. Ces personnes ont peur des Les gens ont peur représailles. des représailles. Peur des représailles, bien entendu. Mais à un certain moment, il faut absolument que nous soyons responsables de notre sécurité à nous. Et qu'on puisse dire, j'ai vu, même si on réclame l'anonymat pour ne pas avoir à être confronté à des représailles de certains, mais il n'empêche qu'il faut qu'on soit conscient de ce que ça ne pourra pas avancer. Une enquête comme celle-là ne peut pas avancer s'il n'y a pas de témoignage. mais ça rassurez-vous, ça parle pas tout de suite, mais ça parle quand même après. Bon, mais tant mieux, c'est tant mieux. Alors moi j'ai vu en France qu'on est dans un système de mexicanisation. Mexicanisation. Et je vois que Michel, lui, il a mis vers la gangstérisation. oui. Oui, il y en a- Ouais. il y en a un qui a pris mon mot. Pas lui, l'autre. Mexique. Mexique. On peut utiliser les termes qu'on veut, mais Il avait dit que. Mais le problème, c'est que L'autre, il a on dit a au niveau franchi, à national. mon avis, ce qui s'est passé dimanche fait qu'il y a un point de bascule. On a franchi une étape, à mon avis. On dit que les tueurs comme ça sont payés 15 000 euros. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, il peut être payé que de 1 000 euros. Hein. Ça dépend du tueur. Ça dépend de la personne qui est employée, ça dépend le contrat, ça dépend de la personne qui dit bon, je veux que ça se passe. Ça dépend. On ne saura jamais. Ils vont te dire n'importe quel chiffre, mais on ne saura jamais le prix, sauf si on prend l'argent sur eux.
ils vont pas te dire. Non, Et ils vont même te dire que c'est Gratuit. pas. Oui, c'est. non, c'est un peu, c'est très varié. Bon, en tout cas, dans l'Hexagone, bon, rappelons que nous sommes quand même le troisième. Je sais pas si là les chiffres évoluent, mais bon, on est quand même le troisième territoire français où on trouve le plus d'homicides, malheureusement. On est le premier. Devant la Guyane. En délit tout confondu, on est le troisième. On était le deuxième l'année dernière derrière la Guadeloupe. Et cette année, pour l'instant, en crime, nous sommes premiers. Premier, ouais. De toute la France. Les trois de Elle est pas dimanche, belle, la vie. Tout à fait. les trois de dimanche dans Angers, du point de vue statistique. Hein. Oui, Alors, j'ai parlé de ça tout à l'heure, là, Michel. Cet enfant qui a de 12 ans, dans le collège, qui met un poignard, un couteau dans le cou de notre enfant, comme camarade, lui-même, oui. camarade. Là, je pense qu'il y a un problème qui concerne les parents, quand même. Comment ton gamin peut aller avec un couteau de cette grandeur? Ou pas qu'à fouiller ça là, ou pas qu'à demander côté il prend ça, enfin bon, je sais pas. non, c'est ce qu'on disait depuis un petit moment. Mais on semble avoir vu ça sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on disait. Il y a une vidéo, gars. Oui, c'est Il y ça. a une vidéo de ce truc-là. J'ai pas voulu la diffuser puisqu'on voit le visage des enfants, donc je ne peux c'est pas ce qu'on faire disait, ça. c'est qu'il y a un effondrement de tous les lieux de socialisation, que ce soit, il y a l'école, mais il y a notamment, à la base, on retrouve la famille, la religion, etc. Tous les lieux avant qui permettaient un peu de, je simplifie en disant ça, de tenir tout le monde, qui participe à l'éducation des gens, il y a un effondrement. Et le développement des réseaux sociaux, du digital, etc., n'a pas fini d'arranger les choses, et ce qui fait qu'on se retrouve maintenant de plus en plus, et bien regardez, en plus il y en a d'autres qui filment, etc. Donc on voit qu'est-ce qui fait que les normes et les normes et les valeurs, ils n'ont plus de normes, ils n'ont plus de valeurs, ils n'ont plus de repères, et on retrouve n'importe quoi maintenant. Et ce qui fait que ça devient très dangereux et très effrayant. Et c'est là qu'il faut une prise de conscience globale. Et comment faire changer les choses, c'est à tous les niveaux qu'il faut agir. On l'a dit tout à l'heure, Raphaël l'a dit, au niveau de l'insertion, mais au niveau des moyens pour la police aussi, mais les lieux de socialisation aussi. Il faut pouvoir les aider, les accompagner. Et même si on est dans un modèle actuellement où on parle d'économie budgétaire, de faire du fait que chaque année on parle d'ici de baisse démographique, donc lier la baisse démographique à une suppression du nombre d'enseignants, etc. C'est pas ces critères-là qu'il faut prendre en compte, parce que quand on prend les critères de nos territoires, nombre de chômeurs, on a 2 fois plus de chômeurs que dans certains territoires de l'Hexagone, nombre de personnes âgées, 80 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, le peu de personnes qui perçoivent une retraite. Ici, le nombre de personnes en âge de percevoir la retraite est de 24%, il est de 48% dans l'Hexagone. Tous ces critères-là doivent faire qu'on puisse mettre en place des mesures exceptionnelles et pas venir dire à chaque fois, ou comme des fois dans la police, on entend certains ministres dire, ah ici vous avez déjà assez de policiers, assez de personnes, alors que quand on veut comparer à l'Hexagone, c'est quasiment vous en avez plus. Et c'est pas, il faut pas qu'on fasse cette comparaison-là à chaque fois. Ici, il faut qu'on puisse mettre des mesures exceptionnelles par rapport à ce que nous connaissons, au retard structurel de développement que nous avons dans nos territoires. Oui, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on avance un petit peu. Il y a plein de sujets. Alors, la cascade de Didier, ce qui s'est passé à Didier, c'est incroyable. C'est incroyable. À mon avis, c'est de l'imprudence. Pas forcément, parce qu'on est tranquille, on est rassuré, parce que tout est calme, tout est bien, et puis paf, une trompe d'eau un peu plus haut, et puis on se retrouve en danger un peu plus bas. C'est pas forcément de l'imprudence, hein, c'est peut-être aussi de la nature qui a voulu faire ses siennes aussi. C'est surtout de la méconnaissance. Oui, il faut connaître ça aussi, que ça peut arriver. Quand on dit nous sommes en vigilance jaune pour forte pluie et orage, Il faut pas y aller là. il ne faut pas y aller. En plus, on parle de Mathieu. En plus, là où ils ont pris la descente là pour aller à ça, il y a un panneau plus grand que la télévision qui est derrière moi, marqué interdit. C'est interdit. Et pour ceux qui vont marcher un petit peu là-bas, voir comment ça se passe, tous les matins, il y a des gens qui y vont. Régulièrement, il y a entre 5 et 10 voitures garées sur le bord et les gens descendent à la rivière. Et il parle que c'est sur le guide du Haut-Temps. C'est sur le... Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. On allait dire que régulièrement, effectivement, le matin, il y a 5 ou 10 voitures. Mais quand on va dans l'après-midi, il y a des embouteillages. On ne peut quasiment pas passer. Et l'usine qui est là, des fois, a du mal à faire passer ses camions pour rentrer en fin de journée. Donc, ce qui fait que l'inconvénient qu'il y a, c'est vrai qu'il y a des panneaux. Et tu l'as dit, tu en as plusieurs. Tu en as un là, un grand là, mais tu en as d'autres plus petits le long du parcours qui interdisent pour des raisons sanitaires, etc., tout ce qu'on connaît. Donc, ce qui fait que le chantier n'est pas entretenu. Mais c'est vrai qu'il est très fréquenté. Pourquoi ? Parce qu'on le retrouve sur tous les sites. Sur tous les sites touristiques, vous allez taper, vous allez retrouver un lieu super avec des photos des cascades, etc., lieu à visiter. Et à ce moment-là, c'est là où il y a un souci.
Et quand on se retrouve avec des gens qui malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, par qui ils étaient accompagnés, etc., n'ont pas forcément peut-être regardé la météo, savent pas ce qui s'est passé, si c'est quoi vigilance jaune ou vigilance orange, etc. Forcément, ils n'ont pas fait attention, ils se sont levés le matin et décidé d'aller faire une randonnée là parce qu'ils avaient vu sur les réseaux sociaux, ont été, et malheureusement, se retrouvent avec des choses terribles qui se passent. Mais il y a plusieurs... Moi, pour fréquenter un peu le site, il n'y a quasiment pas un mois où je ne vois pas le GRIP ou les pompiers intervenir pour pouvoir aller récupérer du monde sur ce site-là. Il y a un grand tunnel, là, au fond. Enfin, je ne suis jamais allé par là. Oui, il faut passer un moment entre guillemets, sous une sorte de tunnel, parce qu'il y a des réseaux d'eau qui passent pour aller, pour pouvoir se rendre, Mais faut dire que traverser. c'est une belle randonnée, là. Oui, Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Il y a quelques années de ça. J'étais très jeune. Ah ben voilà, tu l'as fait quand même. Il y a quelques années de ça, il y a une ville dans les Alpes qui a fait payer Oui, les secours. pour les secours, ouais, c'est ça. 70 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'il a dit l'hélicoptère c'est 40 000 et puis le reste c'est pour les secouristes, etc. Les alpinistes qui sont montés, etc. Ils ont fait payer. Il a dit vous prenez des risques. Eh bien, on a été vous chercher après la tempête, on vous a trouvé et il y avait eu un mort, je crois, et puis ils ont facturé les trucs de secours aux gens qui ont été hors piste. Je pense qu'à mon avis, comme c'est prévu, puisque c'est interdit et c'est prévu, c'est interdit, tu le prends. Ah ben on te prend, mais malheureusement ceux qui sont décédés on ne pourra pas faire grand chose, mais ceux qui sont vivants, ils doivent faire les frais pour faire comprendre aux autres de ne pas le refaire. C'était des jeunes, c'était... Enfin, c'est bien malheureux. C'est deux jeunes femmes, malheureux. 19-20 ans, deux jeunes femmes. Et l'une qui disparaît parce qu'elle a Qui été c'est qui les a donné emportée. l'idée pour aller là et puis franchement... Non, mais c'est une équipe d'exogènes de personnes qui sont vraisemblablement venus en vacances. En vacances, ouais, ils c'est étaient ça. 7 qui travaillaient, notamment c'était des étudiantes en oncologie, médecine, je crois. oncologie. Et ce qui fait que, bon, voilà, mais ce drame s'est passé, c'est terrible. On a bien sûr une pensée pour les familles. Je crois qu'il y en a une qui est déjà arrivée en Martinique. Mais malheureusement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent ce site. Énormément de c'est personnes. pas la première fois Énormément de touristes. C'est pas la première fois que ce genre de truc arrive. Et voilà, il y a déjà eu des accidents là, de multiples reprises. Dernièrement encore, il y a à peine un mois où il y avait une qui avait malheureusement cassé sa jambe. Il y a à peine un mois sur le site. Donc, ce qui fait que, et régulièrement, je le dis, régulièrement, les pompiers, les secours sont obligés d'intervenir. Et d'ailleurs, je salue les équipes parce que les conditions étaient terribles. Ah ouais. Il a plu, ils sont restés jusqu'à 1h du matin en intervention. Il a plu toute la nuit. Il a plu. Il y avait du vent. Il y avait même des arbres qui se sont effondrés le long de la route. Ce qui fait qu'ils sont intervenus dans des conditions exécrables et très difficiles. Donc, on met leur vie aussi en danger. Oui. Donc, je salue les secouristes et leur intervention. On avait quand même un temps épouvantable ces jours-ci. Il y a un minimum de bon sens quand même. Un minimum de bon sens. Ouais. Il ne faut pas y aller. Ouais. En tout cas, la météo avait annoncé que... Oui, jusqu'à jeudi, ils avaient annoncé que avait- jusqu'à jeudi, les conditions sont terribles, étaient terribles. Et c'est vrai que depuis samedi, sur le site, il pleut en permanence. Ouais. Mais c'est aussi à DJ, en début de semaine, je crois, il y a un cycliste qu'on a Dimanche. retrouvé mort dans un ravin. Dimanche matin, je suis bien placé pour le savoir, à 5h40 précisément, il a été retrouvé. Mais Malheureusement. ça s'est passé comment? Je sais pas, il y a des enquêtes qui vont dire, mais on l'a découvert dans la ravine, malheureusement, là où il y avait quelqu'un qui dormait au niveau de la grotte, toi qui marches là des fois, qui connais, c'est juste au niveau de ce pont-là. Et en regardant, on a vu un vélo, et malheureusement, dans le vélo, dans la rivière, il y avait un cycliste qui était là, malheureusement, et on n'a pas pu le sauver. Et quand le SAMU est arrivé aux alentours de 6h, il a déclaré sa mort, qu'il était décédé. Enfin, bientôt Une ça va pensée bien aussi malheureux. pour la famille de malheureusement toutes ces personnes qui sont tuées. Parce que c'est quand même terrible de voir quelqu'un qui est décédé dans ces conditions-là, malheureusement. Alors, François Bayrou promet un texte pour abolir le code noir qui régissait l'esclavage. Le Premier ministre, qui ignorait absolument que le code noir n'avait pas été officiellement aboli, s'est engagé à présenter un texte au Parlement pour acter son abolition. Ça veut dire que nous étions jusqu'à aujourd'hui considérés comme des meubles. On pouvait nous couper les oreilles. Voilà, nous étions des meubles toujours. Honnêtement, sous le sens juridique, le code noir a été aboli au terme juridique, pour moi, du terme, avec l'abolition de l'esclavage en 1848.
Donc, c'est vrai C'est qu'il a été symbolique, mis en place ouais. en 1685 pour pouvoir codifier un peu l'esclavage dans les colonies, et notamment pour dire qu'il mettait l'esclave au même niveau que les meubles. C'était ça. Bon, c'est un coup de pub. Et voilà, c'est ce que je veux dire, c'est un effet d'annonce qui fait. Et C'est un moi, code violent. Ça parle de femelle et de mâle. Hein. oui, tout à fait. Ça parle Je- pas je voulais- de femme et d'homme. Un extrait d'une tribune d'une historienne qui s'appelle Elisabeth Landi. Et le code de loi n'a plus d'existence Martiniquaise. légale. Martiniquaise. Oui. Montréalaise, d'accord. Elisabeth que tout le monde connaît. Elisabeth. Non, mais mais j'ai après, cru qu'il parlait de quelqu'un de la historienne. Ça avait l'air, effectivement. Une historienne martiniquaise qui s'appelle Ok, Elisabeth ok. Landi, Non, mais que qui a tout le monde agrégé d'histoire. Oui. Le code de loi n'a plus d'existence légale depuis l'abolition de l'esclavage en 1848. Il ne produit aucun effet juridique, n'est mentionné dans aucun texte normatif actuel, et son souvenir appartient au champ de l'histoire, non du droit. D'accord. Donc, autrement C'est dit, symbolique. C'est symbolique, ouais. c'est un coup de pub. Mais vous aurez remarqué que chaque fois qu'on peut épingler le Premier ministre, on le fait. hein. Le pauvre. Le Mais pauvre. c'est qu'on est dans Alors qu'il n'est pas l'autoflagellation, responsable. parce qu'on est dans une période très difficile et on cherche le moyen de faire tomber les... Moi, je dirais, quel que soit le gouvernement qui tient la route là maintenant, qui essaie de faire avancer le pays, je suis d'accord. Parce qu'on passe un moment très 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 difficile, un moment très compliqué, et qu'on cherche à tout prix à faire chuter pour pouvoir faire quoi? Pour refaire chuter. J'arrive pas à comprendre. Ah non, mais ça, je suis Le d'accord français, il est... Enfin, cela dit, entre nous, à mon avis, Bayrou est à l'abri. Hein, Il est il est à l'abri, à mon avis. Il est à sait l'abri. nager. Qu'est-ce qui va le faire tomber? Enfin, sincèrement. Le Non. Rassemblement national? oui, ils peuvent, mais s'ils le font sauter, Marine en Le Pen tout- en saute tout aussi. cas- Mais Mais oui, que- Marine ce Le qui Pen fait que elle saute saute aussi. aussi, elle pourra Elle saute aussi, elle pourra pas se représenter. Mais ce qui fait que non, c'est bon, pas il y a- eux. il y a un petit C'est pas tassement, ce là. mur-là. Et des Mais gars de je suis d'accord renaissance. avec Louis Berthet. Personne Ce ne n'est peut pas, faire ce n'est pas de bonne politique d'essayer de faire tomber. ça Mais sert à non, rien. mais non. Nous, Antillais, nous avons le SIOM. Nous avons beaucoup de mesures, notamment l'octroi de mer, notamment la vie chère, la loi sur la vie chère, pardon. Qu'elle passe. S'il n'y a pas de gouvernement, on ne va pas finir avec cette loi sur la vie chère. Ouais. C'est vrai qu'on a. Moi, je voulais dire simplement, au-delà des effets d'annonce pour que voilà, qu'il va faire au niveau de l'Assemblée nationale, moi, j'attendrais davantage de mesures concrètes pour le développement de notre territoire, de notre pays. On l'a dit tout à l'heure là, on a beaucoup de chantiers urgents à mettre en place. Et c'est vrai que C'est une lutte qui est vote stérile. ne servira pas à grand-chose. Ben ouais. Moi, j'attends des mesures pour lutter contre les inégalités qui persistent dans nos territoires. Tout on à en fait. parle ici tout le temps en permanence. C'est ça le plus Mais important. c'est pas un Et sur député. ça, on l'entend pas, on n'entend personne à ce niveau-là. C'est pas un député ultramarin qui a posé le problème, hein, qui a Oui, posé c'est la un député question. de l'Alliot qui l'a posé, c'est Oui, pas oui, un ultramarin, parce que tu as dit qu'il y a des c'est pas ultramarins, innocent. effectivement. Ouais, c'est ça. C'est pas innocent, c'est fait exprès. Il y a des ultramarins dans le groupe. Oui, il y a mais des c'est ultramarins pas- dans le groupe. Et regardez bien qui c'est qui a parlé à l'Assemblée nationale de nos trois tués. C'est Ouais. pas un Martiniquais. Hein. Ouais, ouais. Oui. Par contre, au Sénat, le sénateur Buval. a posé la question. Oui, il a posé la Et question. Taillot a répondu. C'est Ouais, vrai ouais, qu'il ouais, a Taillot, ouais. répondu pour dire qu'il y aura 50 gendarmes Le supplémentaires. sénateur de Trinité, qu'il y aura là. oui, Ouais, monsieur Buval, qu'il y aura 3 bateaux. Après, sur les 3 bateaux, je ne sais pas, parce que la en a dernière déjà fois, 2, là. on avait attendu en plus des années avant d'avoir des bateaux, et quand les bateaux étaient arrivés, notamment la douane avait eu des soucis avec les bateaux qui n'étaient pas adéquats, qui ne permettaient pas de faire des opérations en toute sécurité, et les bateaux étaient restés là. hein. Mais vous savez, Ils étaient inutilisables. on a Ça fait une que, arme des fois- fatale. On a une arme fatale dans la main. Ce sont les saisies. Les saisies vrai. qu'on peut réattribuer à différents services de l'État. Sur le narcotrafiquant, on a beaucoup de belles choses. On saisit beaucoup de belles choses. C'est compliqué de saisir les villas, les trucs comme ça, parce que c'est fixe. Bon, il faut les sceller, il faut attendre plein de machins. Donc, la maison a le temps de se dégrader, beaucoup de choses. Mais les bateaux, les voitures, on en fait beaucoup de saisies. Mais ça repart dans le vendus parcours. en France. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est qu'au lieu de faire l'achat des véhicules, on l'a qu'à le donner à la douane, à la police, etc. Mais c'est ce Bien qu'ils que sont ces fait. véhicules-là, C'est ce qu'ils encore sont une fait. fois, oui, mais il y a beaucoup de dons qu'on ne peut pas attribuer aux policiers. Ah C'est bon? trop cher en entretien. Ah, c'est trop cher en Vous avez des entretien. BM ou des Mercedes. On fait quoi avec ça? Et puis surtout qu'il faut attendre, parce qu'il y a 2 sortes d'attribution de véhicules saisis attribution. Il y a celui qui saisit attribué, c'est définitif.
c'est définitif, le mec il est jugé, donc il n'a plus de bien, on a saisi. Et puis il y a celui qu'on a saisi, mais il n'est pas jugé. Et on l'attribue. Celui-là, par contre, s'il gagne bien une vice de procédure, on lui dit on remet sa voiture. Comme ça s'est passé à Strasbourg, à la BRI, et ils avaient donné une Lamborghini, et puis la voiture est partie en pièces détachées dans un mur. Plus d'1 million d'euros à rembourser au propriétaire. Ah ouais. Ça fait mal. Donc on hésite à faire ce genre de truc là parce que après il faut rembourser. Mais on a ça, les bateaux. Oui, les bateaux. On a des gros bateaux qu'on saisit. Et bien, quand c'est définitif, pourquoi ils repartent? Donner ça à la police, donner ça à la gendarmerie, à la douane. Et puis voilà, on est équipé, on a ça. Non, on préfère les vendre aux enchères alors qu'on en a besoin. C'est terrible, quoi. En fin de compte, il faut utiliser l'homme de ces gens-là contre eux, c'est tout. Alors, débat sur la fin de vie. Est-ce qu'on veut créer un nouveau droit, le droit de choisir le moment de sa mort? Il y avait déjà une loi sur ça, je crois. Non, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé le débat, la loi, ils avaient commencé le débat à l'Assemblée nationale, et c'est à ce moment-là que Macron a fait la dissolution, pile à ce moment-là. Donc, ce qui fait que le texte n'a pas pu aboutir. Et là, le débat a été relancé, ils ont même scindé la loi en deux. Hein. Donc, ce qui fait qu'il y a une partie sur les soins palliatifs, qui ne cause pas trop de soucis, où tout le monde est un peu d'accord sur la mise en place des soins palliatifs. En hexagone, dans nos territoires, l'ensemble, les soins palliatifs, seulement 48% des personnes qui ont accès à des soins palliatifs. Donc, ce qui fait qu'il y a une grande marge de manœuvre sur ces 48%. Donc, ce qui fait que là, le gouvernement, le texte va faire en sorte qu'on puisse développer notamment les soins palliatifs à domicile, au lieu que ce soit les soins palliatifs à l'hôpital. Mais bon, ça arrange un peu le gouvernement. Mais ça existait déjà. Mais ça existait déjà, mais... Non, vas-y, je t'en prie. Et j'allais dire que les soins palliatifs en milieu hospitalier, c'est environ une moyenne de 1 200 € que ça coûte par jour, en fonction des pathologies des gens. Cependant, les soins palliatifs à domicile, c'est entre 250 et 450 €. Donc, ce qui fait qu'on comprend pourquoi il y a l'unanimité, que même le gouvernement porte cette mesure-là. Donc, ce qui fait que à ce niveau-là, c'est... Alors, ce qu'il faut noter, justement, c'est qu'au départ, c'est un projet de loi du gouvernement. Oui. Aujourd'hui, c'est une proposition de loi d'un député, Falorni. Oui. Vous vous rappelez Falorni qui avait fait chuter Ségolène Royal. Ségolène Royal s'est retrouvé face à lui et il a battu Ségolène Royal, je crois même dès le premier tour. Il me semble que oui. Et c'est lui qui porte ce projet-là. Donc cette proposition de loi. Vous savez la différence entre projet et proposition. Oui. Quand ça vient du gouvernement, c'est un projet de loi, et quand ça vient d'un parlementaire, c'est une proposition de loi. Et c'est Falorni qui porte ça. Effectivement, mais comme il est du MoDem, il est lié effectivement au gouvernement, en quelque sorte, en tout cas à Macron. Et il a respecté, en quelque sorte, la proposition faite, puisque le projet de loi, qui normalement devait être un seul projet de loi, est scindé en deux. Oui. Les soins palliatifs, comme tu disais là, savoir un texte qui est consensuel, tout le monde est d'accord sur les soins palliatifs, tu souffres, tu as un cancer, un truc incurable, etc., que tu reçoives des soins pour soulager ta douleur, personne ne peut être contre ça. Mais par contre, la fin de vie qui consiste soit au suicide assisté ou à l'euthanasie, là, ça pose un problème philosophique et même un problème de société. Tout à fait. Le professionnel de santé qui a comme éducation de sauver des vies, et tu lui demandes de tuer quelqu'un, même si la personne est face à une maladie incurable, eh bien, ce professionnel de santé a de toute façon des difficultés sur le plan moral, mais sur le plan de l'éthique. Alors, mais ils ont réussi. La loi définit 5 critères pour cette fin de vie. Alors, être majeur, être français ou résident stable, souffrir d'une maladie incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, en souffrance réfractaire au traitement, et être capable d'exprimer sa volonté. Oui, mais ils ont fait quand même évoluer le texte sur certains aspects. Alors, ils l'ont fait évoluer. C'est là-dessus que ça se discute. Il y a beaucoup de personnes éliminées là-dedans. Ils ont enrichi le texte sur plusieurs aspects. Parce qu'au début, au niveau de la loi, ce qui était dit, c'était simplement le malade qui devait actionner ce qu'on appelle, je veux dire un bouton, mais qui devait actionner le fait qu'il lui-même. Là, ils l'ont fait évoluer en disant que ce soit le malade ou le médecin qui peut déclencher la mort. Donc, ce qui fait que ça évolue à ce niveau-là. Après, il y avait un souci tu l'as dit, sur phase terminale. C'est quoi la phase terminale ?
Et là, il y a eu un vrai souci. À ce moment-là, comme personne ne pouvait définir en termes de temporalité ce que c'est la phase terminale, parce qu'en fonction de la résilience du patient ou non, ou des soins qu'il aura, on ne peut pas définir quand est-ce que va mourir quelqu'un, sur quelle est la durée de vie qui lui reste encore. Et là, oui, Raphaël, vas-y. Non, mais ce deuxième texte aura du mal à passer. Ça, il faut le dire. C'est sûr. Et c'est pas un hasard si Macron, dans son intervention, Oui, dit tout à fait. si ça ne passe pas, moi, je provoque un référendum. Parce qu'il dit, ça va être une foire d'empoigne au Parlement, non seulement à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Parce qu'il faut naturellement Tous les groupes politiques le sont- texte soit voté dans les mêmes termes, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et il dit, si ça ne passe pas, s'il y a une difficulté, il n'y a pas des discussions comment dire, qui n'en finissent pas, moi, je vais proposer à la population française un référendum et la population va se prononcer sur ce texte-là. Il a oublié une petite chose, c'est que les fondamentalistes, les nationalistes religieux sont légion en France. Sont contre. Ben, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que Le je dis référendum, je suis que pas sûr que la population. Moi, je vous le dis, je vais pas voter pour ça. Par contre, les sondages, hein, parce que je me base sur les derniers sondages, disent qu'en gros, hein, peut-être que ça a évolué, que 59% des Français étaient favorables. Après, sur les modalités, la mise en œuvre, ça c'est encore autre chose. Mais ce sont les Personne ne sondages voudrait être le bourreau. disaient que Personne ne voudrait appuyer sur le 59% bouton. des Français disent C'est qu'ils ça sont le problème. favorables. Mais les gens partent en Belgique. Et rappelons que c'est ce que j'allais dire, que ça existe dans certains existe dans pays certains européens. pays. Mais il y a- rien. il y a un réalisateur célèbre, là, j'oublie son nom, qui est allé en Suisse pour se faire, effectivement, harakiri, en quelque sorte. Pour se suicider. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, le médecin, il a fait serment de sauver. Mais c'est bien ce que je viens de Moi, dire. je vous dis que cette loi-là Son va pas passer. éducation et sa formation l'incitent à sauver plutôt qu'à aider à Qui partir. c'est qui va appuyer sur le bouton? Non, mais C'est à là mon le avis, problème. Moi, je suis d'accord, Sinon, tu as le suicide mais qui c'est qui assisté. va appuyer le bouton? C'est pas moi. Le suicide assisté. D'après Mathieu en parlait là à l'instant. C'est-à-dire que c'est le malade lui-même qui s'administre le Non, mais poison des fois- de mais des fois- l'État. oui, mais peut pas. des fois, le malade ne peut pas, et c'est ce que démontre le texte, que des fois le malade ne peut pas, et dans ce cas-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont permis aux médecins Bien sûr. de pouvoir le Mais C'est les là médecins- que le les problème médecins va ne se vont pas poser. faire ça. C'est là que le problème Michel, va se je poser. voulais dire. non, ce que je voulais dire, c'est simplement que tous les groupes politiques, il n'y a pas de droite et de gauche, tous les groupes politiques sont très divisés là-dessus. Donc, je prends l'exemple du groupe communiste, il y a des camarades qui sont pour cette loi, d'autres qui sont contre. C'est une question, à mon avis, c'est une question de philosophie personnelle. Je voulais juste dire, rajouter une chose, c'est-à-dire que le texte a évolué aussi sur le fait, parce que nous, on a parlé souvent là de malades sur le plateau, mais on a rajouté dedans, ils se sont entendus un peu en commission, en rajoutant aussi les accidentés. Parce qu'il y avait les malades, mais là maintenant, ils ont rajouté les accidentés. Parce que rappelons que ça doit être Les quoi franchement les accidentés, les personnes accidentées, qui, ça a été rajouté dans le texte. Donc il n'y a pas que les malades. Il y a c'est- le jeune Humbert, c'est ça, comme ça. Oui, qu'il oui, s'appelle. entre autres, oui. qui- Ouais, et puis il y a une discrimination dans cette loi. Vous l'avez pas vu? Que français. Que français. donc ça veut dire que- Dans un hôpital, tu as deux malades, tu as un français et puis tu as un étranger, les deux, même pathologie, même souffrance. Il y en a un qui a le droit d'avoir l'euthanasie et l'autre non. Ah oui, mais Vous voulez que cette loi passe? Non, je ne pense pas. je ne sais pas si elle va passer ou pas. De toute façon, il y aura beaucoup d'amendements qui seront proposés par les Bon, en parlementaires. tout cas, Donc on verra bien. il y aura un vote solennel en juin. Bon, et comme tu l'as dit, hein, bon, si ça ne passe pas, Macron va laisser entendre qu'il un va référendum. faire un référendum. Macron essaie de se refaire une virginité aussi avec tout ça. Bon, il menace Mais bon. pour le faire passer, parce que même au référendum, il n'est pas sûr de gagner là. Ouais, mais Alors- en quel cas, il dira, bon, ben, c'est le peuple qui a décidé, puis point. Alors, il ne faisait pas partie des grands favoris. L'Américain Robert Francis Prévost devient le nouveau pape et prend le nom de Léon XIV. Il n'était vraiment pas prévu. Hein. Parmi les gens qui étaient, on en parlait. Vous êtes sûr? C'est-à-dire que... C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Oui, c'est vrai qu'il ne faisait pas partie des... Il ne faisait pas partie des favoris, c'est sûr. Voilà, Et je serais censé te dire peut-être en deuxième position. Mais là, on peut montrer qu'il y a eu quand même des... C'est le fait qu'il ait été élu assez rapidement. Donc ça démontre quand même qu'il y a eu des tractations. Parce que logiquement, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps quand on connaît le système et le pourcentage qu'il faut recueillir.
on voit quand même qu'il a été élu très vite et ça a surpris d'ailleurs beaucoup d'observateurs parce que pour quelqu'un qui n'était pas favori pour être élu aussi vite, c'est-à-dire qu'il a eu des arrangements, Non, mais notamment. favori de Voilà, qui? c'est-à-dire qu'il y a eu des arrangements qui se sont faits vraisemblablement avec les pays d'Asie et d'Afrique, je pense. Notamment les pays émergents qui sont assez puissants. Léon XIV, c'est quand même. Il a proche un nom. Léon XIII, c'était quand même celui qui a fait une encyclique sur la doctrine sociale de l'Église. Je savais que ça allait t'inspirer, ça, par contre. Ça, c'est sûr. Et notamment qu'il y a eu un pontificat de 25 ans, qui est mort en 1905, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça. Bon, ceci dit, ses premières déclarations sont, sur le plan social, sont relativement avancées. Bon. Par contre, sur la question de la paix et de la guerre, bon, il a pris des positions qui me paraissent un peu périlleuses. Peut-être moins que le pape François, qui s'était retrouvé dans des difficultés. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi? Parce que tu dis, bon, l'Asie, c'est l'Esprit Saint. l'Afrique, etc. C'est l'Esprit Saint. Ils ont voté pour lui. Voilà. Non, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi? Alors, c'est quand je le lis. Justement, quand je le lis. C'est l'anti-Trump en tout cas. Mais justement, peut-être qu'il a fait. C'est peut-être ça l'explication, c'est l'anti-Trump. Parce que de même que François posait le problème de l'immigration, lui, il le pose aussi. Il dit vaut mieux construire des ponts que de construire des murs. Oui. Bon, comme François. Oui, il est dans le sillage. J.D. Vance d'ailleurs. Bon, mais oui, c'est ça. Au premier vice-président fortement. Donc on peut se dire que c'est peut-être pour ça qu'il a été désigné. Mais même si Trump se félicite d'avoir un pape pour la première fois, un pape américain, la première fois. Je pense qu'il n'avait pas encore lu ses écrits. Trump télévini-pape. Non mais Trump veut de toute façon tirer un bénéfice politique de cette nomination, forcément. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que ce pape-là lui sera opposé, même si, de toute façon, comme tous les papes, il est un peu traditionnaliste, parce qu'il ne va pas remettre en question la conception de l'Église sur l'avortement, sur les LGBT. Le mariage des prêtres. La conception de l'Église sur les LGBT évolue, notamment via le pape François, ça s'est vu lors de ces derniers. Non, mais Mathieu, pas au point de reconnaître l'homosexualité. À ce point-là. Parce que disait François? François disait, oui, je reconnais l'être humain, l'homme qui peut être homosexuel. C'est l'enfant de Dieu. Mais je ne reconnais pas, c'est un enfant de Dieu, voilà, c'est ça. Mais je ne reconnais pas un mariage éventuel, une union entre deux personnes du même sexe. Hein. Donc, moi, je dis, on va attendre beaucoup de temps avant de voir une avancée sur ces questions sociales-là, ces questions humaines. Et les femmes si je retourne, mais si je reste en termes non, mais tu sais. Nous avons entendu Michel, non, mais le problème, vous vous laissez intoxiquer par. Tu dis que ce sont des avancées. Par la propagande occidentale. Non, on considère ça comme des avancées. C'est pas des avancées. J'aurais aimé que tu t'expliques un peu plus là-dessus. C'est pas des avancées. Qui est le Léon XIV, ou comme on veut, Francis Carole Prévost? Parce que rappelons que beaucoup, on lui trouve même des origines. Robert, on lui trouve même des origines françaises, notamment au Havre, entre autres. Et j'ai même lu que Guadeloupéen, etc. J'ai même lu ça aussi, qu'il aurait un peu des liens avec la Guadeloupe. Mais bon, au-delà de ça, il a surtout exercé beaucoup en Amérique du Sud, notamment au Pérou, pendant longtemps. J'ai lu un article, effectivement, et ça va démontrer un peu son orientation qu'il va prendre. Parce qu'on sait très bien que l'Amérique du Sud et l'Asie, ce sont des pays où vraiment le catholicisme est en pleine effervescence et ce sont les territoires les plus importants. Et notamment, ça permettra sûrement de faire le lien avec les États-Unis, donc de créer vraiment, de donner une puissance de frappe à l'Église. Et rappelons qu'ici, on a dit que l'Église était en grande difficulté financière depuis un certain nombre de temps. Et ils ont vu leurs dons diminuer par deux. En 2006, c'était 100 millions d'euros qu'ils avaient de dons chaque année. Là, en 2023, c'est 50 millions. Donc 2 fois moins, pour différentes raisons, crise, etc., les scandales sexuels, tout ce qu'on veut retrouver, Covid, tout. Mais rappelons que les plus gros donateurs, ce sont des Américains.
Donc, Mais ce qui il fait que faut ça dire peut- aussi que Ce qui les... fait que ça peut permettre de relancer aussi Oui. autre chose. Et puis parce à que ce niveau-là. les protestants sont presque plus nombreux que les Voilà. catholiques. Oui, quoi, oui, tout que à les fait. catholiques. Et ça s'est vu. D'ailleurs, il a remis J.D. Vance, qui est un peu d'une tendance dure au niveau Ouais, de l'Église. ouais, ouais. Il a remis un peu à sa place à ce niveau-là. Mais ça, Alors- ce sont des analyses comme ça. Mais on Alors, verra je bien ne ce que ça connais donne. pas l'âge de ceux qui nous entourent sur cette table, mais il semblerait qu'après 70 ans, des visites médicales pour garder son permis de conduire. Non, mais, Tu as fait ouvrir ton kiosque. Monsieur le maire. Michel. alors, je vais vous Pourquoi dire, quand tu vas y aller à 70 ans aussi assez alors, paradoxalement- ne Oui. te fous pas de lui. Je peux le bocarder de temps en temps. alors, assez paradoxalement, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il y a un an, j'avais un problème de cataracte. J'avais du mal à trouver un ophtalmo pour me faire opérer. J'ai dû partir d'ailleurs en France pour me faire opérer. J'étais arrivé au stade, je ne pouvais pas lire les panneaux directionnels sur la route, ni même les plaques minéralogiques de la voiture qui était devant moi. Ah ouais. Tu vois? Bon, maintenant, j'ai été opéré, bon, va je vois vraiment, mieux, ça je vois même mieux qu'avant Qu'avant, l'opération. c'est ça. Qu'avant l'opération. Mais tu sais, bon, j'ai un ami qui vient de se faire opérer de la cataracte. Lui aussi, il avait des problèmes de vue. Donc, tu sais, je ne suis pas contre hein, qu'on te fasse passer une visite médicale. Hein. Bon, ça existe déjà pour les permis spécialisés. Poids lourd, oui, voilà, transport en notamment commun, transport tout ça. en commun, etc. Rappelons que l'Union européenne veut déjà travailler pour mettre en place ce permis-là, que ça existe déjà dans beaucoup de permis, dans beaucoup de territoires. Des fois, dans certains territoires, à partir de 50 ans, dans certains pays de l'Union européenne. Il y en a d'autres, c'est à partir de 70 ans, comme il y a dans cette proposition de loi. Et en plus, des contrôles après, soit à partir de 75 ans, tous les 2 ans dans certains territoires. Il y a dans d'autres pays, l'Union européenne, c'est des contrôles après tous les 5 ans. Et ils veulent mettre en place aussi, l'Union européenne est en train de pousser pour ça, contrairement à cette proposition de loi, avant qu'on vous délivre le permis, de mettre aussi une visite médicale. Donc ça, mais beaucoup de personnes s'y opposent, notamment les auto-écoles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en disant que ça remet en cause le permis à vie. Le principe en France d'un permis à vie. Donc, On l'a déjà pas avec le permis à point. Et que, mais c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'ils disent, mais c'est vrai que voilà, il y a des nuances avec le permis à point, et que c'est déjà possible, mais c'est assez limite, pour un proche de signaler qu'une personne, un proche, un parent, etc., ne doit pas conduire. À ce moment-là, il y a des enquêtes, il y a des choses qui sont mises en place. Je ne maîtrise pas exactement très bien la procédure à ce niveau-là. Bon, à mon La délation va faire des dégâts. à mon avis, c'est pire. Mais C'est pire. mais il y a autre chose. Oui, c'est vrai que, mais ça existe. Il y a des cas où il y a quand même pas mal de signalements, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais des fois, il y a des enfants qui arrivent à faire comprendre aussi à leurs parents que, ben voilà, tu ne peux pas conduire, ou ils prennent les clés directement. Hein, ça arrive aussi. Pour la sécurité de leurs parents. Mais moi, je pense que quand même, à ce niveau-là, il faut... Franchement, mon avis est mitigé. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Il y a beaucoup de territoires, que ce soit en Martinique, mon Dieu, ici, on est très bien placé à ce niveau-là, on est très mal desservi par les transports publics. Et ce qui fait que ça crée de l'isolement, ça peut créer de l'isolement et de très grandes difficultés pour des personnes à se déplacer. En Hexagone déjà, mais ici, encore plus dans nos territoires. Parce que on sait les difficultés qu'on a pour se déplacer et souvent les personnes qui se déplacent, c'est par nécessité. Voilà, ici, vu ce qu'on a subi les derniers mois, et c'est par nécessité que les personnes se déplacent. Et des fois, ils n'ont pas forcément quelqu'un pour les emmener à se déplacer au Mais tout quotidien. le monde se déplace par Donc, nécessité. ce qui fait moi. que, voilà. Oui, mais des fois, il y a des déplacements qui peuvent être des loisirs pour certaines personnes. Pourquoi ? Donc, ce qui fait que des fois, Le loisir est une nécessité. ça peut être une nécessité aussi. Alors, Ça dépend. C'est pas un business qu'on les faire. alors, Claude Econ, l'État condamné à payer 2 anciennes ouvrières agricoles. Et l'État se pour deux. Alors, s'il fallait dédommager tous ceux qui ont été attaqués par ça. Rappelle-toi qu'il y a pas longtemps qu'il y avait 1385 plaignants. Sur 1385 plaignants, l'État avait reconnu le préjudice d'anxiété que pour 8 seulement. 9. Ouais, 8 ou 9, ouais, 8 ou 9, voilà. Ce qui fait que Franchement. les chiffres variaient. Donc, ce qui fait que vraiment... mais en tout cas, entre 9 et 1385. Oui. L'État se pourvoit en cassation et réfute sa responsabilité de préjudice moral d'anxiété pour 2 personnes.
Non, pas pour deux, pas pour deux Non, c'est personnes. pour Non, là, c'est c'est pour pour les l'ensemble neuf. des dossiers. Ah, c'est pour C'est-à-dire, l'ensemble des les- dossiers, pour les d'accord. deux- pour les deux, c'est avec c'est l'exécuteur la décision. Donc, ce qui fait qu'ils sont obligés de dédommager les personnes et puis qu'ils fassent appel ou non, ils sont obligés Mais de parce dédommager. que- Par contre, pour les autres, Parce que l'État est en fait se pourvoit en cassation. Donc ça veut dire que c'est à partir de la Cour administrative. Et en l'occurrence, la Cour administrative d'appel de Paris, pour les 9 personnes dont tu as parlé, Mathieu. Et on est un peu surpris, parce que Macron avait reconnu la responsabilité de l'État. Mais oui. Je pense que son Attends, c'est administration... pas la responsabilité, c'est le préjudice moral d'anxiété. Attention, Oui, c'est autre mais chose, hein. non, mais c'est... C'est pas pareil. Hein. Non, mais attends, le préjudice... Nous sommes en matière juridique. Le faut faire attention. le préjudice moral d'anxiété, c'est quoi? Le préjudice moral d'anxiété, ça veut dire que tu as travaillé suffisamment longtemps dans la banane, ce qui est le cas pour les deux ouvrières. Attends, les 2 ouvrières qui ont travaillé 10 ans dans des bananeries et qui présentent un préjudice moral d'anxiété parce qu'elles se disent, mais à tout moment, je peux avoir un cancer, être atteinte par une pathologie liée effectivement à l'exercice de ma profession dans la bananerie. elles ont été atteintes. Non, Elles mais ont été- oui. Attention, non. Donc c'est le préjudice moral d'anxiété. Ça veut dire Non, que tu as peur d'être... En l'occurrence, les 2 ouvrières ont été atteintes, mais le préjudice moral, c'est quoi? D'anxiété, ça veut dire que tu as peur qu'il t'arrive quelque chose parce que, effectivement, tu as travaillé dans la banane. Mais ce préjudice moral d'anxiété est né avec le problème de l'amiante en France. Donc c'est ça. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais On va l'écouter. mais attends, non, je finis pour dire qu'à partir du moment où on reconnaît la responsabilité de l'État qui a laissé faire depuis dans les années 70, début des années 70. Il n'y a pas d'élu en Martinique qui a aidé à laisser faire aussi. Oui, mais, Mais voilà, oui. ils sont non, dans le non, mais conseil. les autorisations étaient données par qui? Les autorisations étaient données par l'État. Ils ont été demandés par Depuis qui? les années 70, mais oui, Eh oui, mais tout est lié. Par les propriétaires. Et Les tout est propriétaires lié, terriens. propriétaires et élus. Parce que quand des Oui, élus oui, demandent oui. à approcher... Non, mais qui à donne prolonger l'autorisation? C'est ça. L'autorisation est donnée par l'État, par les ministres. Et c'est ce qui s'est passé depuis les années 70. On sait que c'est un produit dangereux. Et on a laissé faire. Non, mais tu es en train d'enfoncer des portes ouvertes. Alors, on t'écoute, Michel. On t'écoute. Non, le problème, il y a une distinction entre la responsabilité de l'État sur les cancers, etc., la prostate, etc., qui a été reconnue, bon, et puis le préjudice moral d'anxiété, c'est le fait que tu craignes que tu aies... et pathologie, il a cité ça. d'ailleurs, il y a quelques personnes qui n'ont pas pu prouver qu'il y a un lien entre leur état et leurs problèmes. Et on a pu le prouver que pour 9. Et là, on vient d'en indemniser 2. C'est ça le problème. Non, c'est... Bon, Moi, je voulais dire. Donc, quand il me dit que j'enfonce des portes ouvertes, je veux bien. Je vais pardonner, mais ça quand Ce qui est même. entre guillemets aussi intéressant dans ce qu'on dit les juges, c'est que depuis 1972, lors de la première mise en circulation de la chlordécone, ou comme on dit que certaines Tu enfonces des portes molécules, ouvertes. etc. Oui, c'est possible. Mais que depuis 1972, ils avaient déjà pas assez les éléments pour pouvoir dire que ça n'était pas nocif pour l'environnement et pour la santé, au-delà des 2 dérogations qui étaient acceptées. Exactement. Et qui ont fait que jusqu'à 1993. Puis juste une petite parenthèse, parce que j'ai pas le temps de le dire tout à l'heure là, par rapport à ce qu'on a dit sur la sécurité, la majorité des accidents qui sont provoqués, ce ne sont pas par des personnes âgées. par des femmes peut-être? La majorité Non, des accidents non, qui non, sont non, provoqués, tu reviens pas sur du le- tout. tu reviens sur le sujet, des ouais. jeunes, tu veux qu'on nous attaque. Ouais, La majorité des accidents qui sont provoqués par des jeunes. La majorité, Oui. pas par des personnes âgées. Et d'ailleurs, malheureusement, même si après, ce sont des éléments, rappelons qu'en Martinique, on a déjà eu 17 décès, je crois, depuis le début de l'année, il me semble, 17 décès. Sur les 17 décès, il y en a 16 qui ont entre 18 et 34 ans, même si c'est pas libre, parce qu'un piéton peut être fauché par Et la plupart, c'est des deux roues. Même malheureusement, ce sont des deux roues et des Alors, jeunes. j'ai plaisanté en disant les femmes, mais mais je sais bien que les femmes font moins d'accidents que les hommes. Hein. Tout à fait. Ça a Et été notamment d'accidents statistique. graves. Notamment Ouais. d'accidents graves aussi. Et Mais elles en provoquent. Il y a provoqué. Mais Ça à cherche des l'époque, problèmes, je à pense. l'époque, j'avais vu des statistiques où on disait que les voitures rouges, les femmes, les voitures rouges, quelque chose comme ça, les voitures rouges en tout cas, il y avait plus d'accidents où il y avait des voitures rouges. Ça, c'était à l'époque lointaine, en 80-81, quand j'ai passé mon diplôme de moniteur d'auto-école. Et ça m'avait surpris. Ouais, ça m'avait surpris. C'est Des un problème voitures de rouges. myopie, ça. Alors, des vidéos virales. Alors ça, vous avez vu, je ne sais pas, vous avez des trucs sur ça. Vous pensez que
Non, mais c'est une catastrophe parce que l'IA a supplanté l'homme. L'homme l'a inventé, mais elle a supplanté l'homme et maintenant il détruit l'homme. Donc, lorsqu'on a des vidéos qui circulent sur les gens, et des fois c'est trafiqué, il y a des vraies vidéos, mais ils font ça bien, revues et corrigées à leur sauce, et ça fait beaucoup de dégâts. Et là, je peux vous dire que pour avoir subi ce genre de truc, que je peux vous dire que ça fait mal. Donc, il faudrait peut-être aussi qu'on puisse se mettre en tête qu'il faut légiférer sur l'utilisation justement des vidéos, mais légiférer correctement. Pas donner un droit à filmer et puis un droit à ne pas faire, puis un droit aujourd'hui. Non, c'est la personne filme, d'accord, pour des raisons. La première, c'est que si c'est un crime, un délit, un truc comme ça, tu le remets à la justice, pas sur les réseaux sociaux. Si, comme je veux dire, tu veux enregistrer quelqu'un, nous par exemple, là, tu veux enregistrer, on est deux en train de parler, enregistrer, c'est pour tes besoins personnels. Mais il ne va pas sur le réseau, il reste dans ton stock. Et auquel cas, c'est un accident aussi, il peut faire partir ça aussi. Mais il faut sévir, parce que ça détruit beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Qu'est-ce qu'on peut filmer la police? La police travailler. La police est munie de caméras maintenant. On peut filmer dès qu'on est. Non, on peut filmer, mais nous. En particulier, si on peut vous filmer. Si, on peut nous filmer. D'accord. Par contre, après, c'est l'exploitation faite qui peut être condamnée. Et les gens ne savent pas ça parce que tu peux utiliser ton truc, tu l'envoyer sur le net. Hein. Mais si les dégâts après que ça occasionne, tu peux éventuellement déposer plainte contre la personne qui a diffusé des trucs. Parce que la plupart des fois, il y a des commentaires. Il y a le film, il y a les commentaires. Et les commentaires, des fois, c'est plus hard que le film. Et les commentaires tuent la vidéo. Et ça te permet de l'attaquer. Le commentaire dit le contraire lorsqu'il y a sur la vidéo. Oui. Et avec le commentaire, tu peux attaquer facilement la personne qui a fait ça. Et voilà, et remonter à la source, c'est encore un autre problème, parce qu'on peut remonter à la source, mais il faut vraiment demander aux Américains l'autorisation d'entrer dans leur fichier. C'est ça. Ça devient coûteux. Quand on le fait, ça coûte beaucoup d'argent. Alors pour terminer, monsieur le maire, avec ce qui s'est passé dimanche, est-ce que la ville de Fort-de-France a pris des mesures particulières? En dehors de ce que M. Berthet nous a dit. Non, mais je citais toutes les mesures qui ont été décrétées avec le préfet. Il ne faut pas oublier que la sécurité relève de l'État. Et la ville est prête, justement. Et d'ailleurs, approche un peu du micro. Oui, absolument. Et le maire a d'ailleurs organisé une réunion avec la police municipale ces jours derniers pour sensibiliser les policiers municipaux à la nécessité, effectivement, à travailler avec la police nationale et à se mobiliser, être sur le terrain beaucoup plus qu'avant pour qu'évidemment il y ait une couverture du territoire foyalais. Comment? Une brigade de nuit. Brigade de nuit, ils sont peut-être un peu moins habitués. Mais ces mesures-là que j'ai citées tout à l'heure sont des mesures qui sont des mesures de mutualisation entre les forces de police nationale et les forces de police municipale. Bon, sensibiliser, parce que là, il faut faire beaucoup plus de terrain, parce que la tentation, c'est de rester au poste pour gérer effectivement les appels, etc. Mais c'est le terrain qui compte là. Hein. Bien sûr. Ouais. Une brigade de nuit, les policiers municipaux de Fort-de-France sont munis d'armes? Non. Moi, j'ai dit, il faut créer ça. Non, c'est ce que Louise disait. Il faut créer une brigade de nuit. Non, mais est-ce qu'ils sont armés, les policiers de Fort-de-France? Non, ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés? Non, ils ne sont pas armés. Il faut les armer. Oui, il faut les armer. Ne dites pas que vous êtes moins riche que le Lamont. Alors, je suis content parce que, au lieu de venir me foutre des PV en face de justice, tu leur donnes l'endroit où il faut venir continuer. J'ai eu 3 PV. Tu t'es mal garé, Michel. Tu t'es mal garé quand même. C'est lui qui les envoie. Il vaut mieux qu'ils aillent chercher les narcotrafiquants. Automatique actuellement, ça depuis on peut venir au prix. Et il y a quelque chose qui a été décidé aussi pour les transports. Oui, c'est ça, pour les transports. Et ça m'a un tout petit peu interpellé. La faisabilité de la chose. Alors, je m'explique sur un cas qui concerne la police nationale dans cette affaire. Quand on a dit qu'on va donner priorité aux agressions dans le transport, ben je veux bien. Mais sur quoi on va donner priorité? Sur un viol? Sur un blessé par balle? On va donner priorité sur ça? Les menaces. Menaces, ça peut en encore, parce que dans le bus, on peut avoir les menaces. Donc, on peut dire ça. Il y a déjà ce problème-là. Ensuite, discrimination entre
les gens qui sont en train d'attendre là depuis un moment, et puis tu arrives derrière, tu passes. Soit il y a un comptoir spécial qui sera créé pour cela, auquel cas il faut de l'effectif, pour prendre la plainte, pour orienter, etc. Ça, c'est la première des choses. Sauf que je vous informe qu'il y a 2 personnes qui prennent des plaintes à Fort-de-France. Allez-y dans le SAS, vous allez voir le nombre de personnes qui attendent, parce qu'il n'y a que 2 personnes qui prennent des plaintes pour tout Fort-de-France. Et le problème qui se pose, c'est que cette faisabilité de la chose pose problème d'éthique. Parce que en droit, on est égaux. On est égaux. Et là, vous venez me dire que la personne qui va se faire agresser dans le bus, même s'il arrive 1 heure de temps après la personne qui est agressée sur la voie publique à Fort-de-France, sera prioritaire. Non. Mais c'est une discrimination énorme. Dis-moi, une main courante peut se faire en ligne? Oui, tout peut se faire en ligne. Ouais, tout peut se faire en Tout ligne. peut se faire en ligne. Et puis après, on convoque la personne. S'il y a matière à approfondir, il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui est derrière l'ordinateur qui lit les plaintes, attention, c'est ça. et qui recueille ça. Et puis voit, bon, ça, c'est pas une plainte, ça tient pas la route. Après, la personne dit, votre truc, il manque des trucs, c'est pas bon. Sauf que dans un élément, il y a, par exemple, la personne dit, oui, mais je viens déposer plainte. Je fais une main courante parce que, bon, voilà. Et puis dans la phrase, on trouve que le monsieur, il m'a mis la main sous mon sexe. Ah, là, c'est plus... Oui. Là, il faut convoquer, là. Ouais, c'est ça. Donc, des détails comme ça, et ça permet de désengorger, mais en même temps, on va réengorger, parce qu'il faut convoquer ces gens-là. Il faut les faire venir. Et la discrimination ne doit pas s'opérer sous les plaintes. C'est pas possible. Parce que une personne âgée, qui vient déposer plainte parce qu'on l'a agressé sur la voie publique et elle a du mal à marcher, on l'a même ramené pour déposer plainte, on l'a apporté pratiquement. Sauf qu'elle peut parler, qu'elle peut dire ce qui s'est passé. Elle est prioritaire, qu'elle est là depuis 30 minutes, 40 minutes, et puis un mec qui sort dans un bus ou bien dans le bateau, puis on lui dit qu'il a pris 2 coups de poing dans le truc, il dépose plainte. Il est prioritaire sur cette personne-là? Je pense qu'on n'a pas... Ceux qui décident ça ne lisent pas le droit. Ou alors ils s'en foutent complètement des droits. Et ils pensent que les policiers, eux, ils vont faire n'importe quoi. Parce que quand quelqu'un va venir gueuler, il va dire non, je suis là depuis 30 minutes, je suis désolé, et dans le bus ou pas dans le bus, j'en ai rien à foutre, c'est mon tour. Vous faites quoi là? On fait quoi là? Le policier va faire quoi? Il va dire non, je le prends en priorité parce que j'ai l'ordre de le prendre. Mais ça prend en sucette dans le commissariat. Donc avant de faire ce genre de truc, pourquoi on ne consulte pas pour nous demander notre avis? Pourquoi on ne nous dit pas, par exemple là, moi j'avais dit que la ville la CACEM devait créer sa propre police. Ils ont fait, il y a un truc qu'ils ont fait pour pouvoir contrôler les gens, etc. Ça fait partie de leur prérogative. Oui, mais sauf que quand tu as un transport, tu vas le Oui. Tu peux le mettre. Quand tu as un transport. Quand tu as un transport, d'accord. On va le permettre. Donc, nous, on peut venir en plus. C'est ce qui se passe à Paris, se passe partout. Nous, on vient en plus de leur police et dans le transport. On peut venir en plus, on peut venir en tandem, on peut venir comme ça, hein, on dit pas qu'on décide, on garde la voiture là, on monte dans le bus et puis on monte à carré puis on redescend. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On peut faire ça, mais on pourra pas le faire tout le temps puisqu'on sera appelé à tout azimut pour pouvoir aller sur un accident, pour aller sur quelque chose. Mais on peut le faire, on peut aider, on peut donner un coup de main, ça c'est ponctuel. Mais quand on prend ces décisions-là, mon Dieu, il y a des professionnels. Il y a des gens qui savent comment ça se déroule vraiment. Pourquoi on ne les consulte pas? Là, on a pris des dispositions pour le Malicom, plié. Il y a eu un VMA, entre-temps, à Châteauboeuf. Vol à main armée. Okay. Il y a eu un VMA à Châteauboeuf. Sauf que tous les véhicules, on les a demandé, après le meurtre, de rester sur le Malicom. Mais il y a déjà eu le meurtre. Ça sert à rien. Les gens vont pas revenir là. C'est pas vrai. Les gens vont pas revenir à un autre endroit parce que c'est tout fouet, c'est tout chaud. Non, ça va se calmer là pendant un moment. Pour que ça sert à quoi? Un véhicule de police, d'accord? Et le Malicom. C'est là, Terre-Saint-Ville, Malicom, Saint-Thérèse, c'est là qu'il y a le plus de véhicules de police au mètre carré. On fait une passons, repasser. Il y a un véhicule qui se croise, on se croise. On n'a même pas besoin de dire ça aux patrouilles. C'est pas possible. On le fait. Donc quand tu dis contourner, les mecs ils sont contents. Ils vont faire que ça. Tu vas avoir 10 véhicules de police au même endroit. Ça sert à rien. Notre problème, le véhicule de police, il passe là. Il arrive sur le pont il part auprès de boulevard Alfassa. Il arrive sur le pont de l'abattoir. Quand il arrive au pont de l'abattoir, on dit qu'il y a quelqu'un qui a été tué à Alfassa. On est passé. Hein. Vous pensez qu'on peut faire, je sais pas moi, physiquement mettre des policiers pour empêcher que... Non, c'est impossible. Donc on demande une vigilance accrue des policiers et sur ça. Mais le Lamentin, il est sacrifié dans ça.
Parce que le Lamentin, c'est les mêmes policiers qui vont patrouiller sur le Lamentin. Quand mes hommes patrouillent la nuit, ils patrouillent le Lamentin. Donc le problème, c'est qu'on le cantonne sous Fort-de-France, Lamentin est démuni. Et le maire de Lamentin, il va dire, oh là, vous m'avez démuni, vous prenez toutes les forces de police, vous mettez à Fort-de-France. Ça, c'est pas non plus, normal non plus, puisqu'on a la sécurité des citoyens du Lamentin en charge aussi. Bien. Et donc, il faut absolument, quand on prend ces décisions-là, de faire appel aux professionnels qui vont donner des idées, parce que c'est pas des cons qui sont dans le tout, qui vont vous dire c'est pas bon comme ça, ils vont me faire comme ça, ils vont me faire ci. Et sur le transport, je crois qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir revoir la copie, parce qu'il va avoir des problèmes. Très bien, je pense qu'il faudra venir plus souvent au kiosque pour donner quelques idées à monsieur le préfet à la direction de la police. Tu voulais dire quelque chose, Mathieu, parce que c'était simplement pour compléter ce qu'avait dit Raphaël, que d'ailleurs hier soir, à la mairie de Fort-de-France, il y a une rencontre entre les habitants, les commerçants. J'y étais d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde au 6e étage de la mairie de Fort-de-France par rapport à ce qui s'est passé dimanche. Donc le maire était là, il y avait les agents de médiation de la ville de Fort-de-France, parce que la ville de Fort-de-France, il n'y a pas que les policiers municipaux, ils font de la médiation aussi, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans le centre-ville, et tout le monde était là pour essayer de rassurer que ce soit il y avait des habitants, il y avait beaucoup de commerçants aussi, et il y a eu un dialogue fructueux et des choses. D'ailleurs, on a une photo que Grégory va nous montrer maintenant, j'avais presque oublié ça, c'est une marche qui va avoir lieu, voilà. Oui, dimanche bon et puis violence. Donc c'est une marche blanche silencieuse. Le dimanche, c'est en bas ou encore. Oui, il faudra que j'aille me surveiller. C'est dimanche matin. Dimanche 16, à partir de quelle heure? À 9h. À 9h. Dimanche matin à 9h. À l'initiative de qui demande Michel? C'est pas noté. Et Philippe dit tout le monde. Tout le monde. Oui, tout ça qu'il est. En tout cas, soutenu par la ville, en tout cas, hein, parce que... Très bien. La police sera là pour une marche blanche? Vous savez, l'enfant qui a été tué à... J'y étais avec toi, voilà, à cette marche. Si je vous dis, je suis sollicité, j'y vais. Et non, mais avec des voitures de police ou... Non. Humainement, tu vas tout... Je vais spontanément, si j'ai un créneau, je me fais un plaisir d'aller assister les personnes dans la douleur, parce que, vous savez, il y a ceux qui sont tués, la famille de ceux qui sont tués est dans la douleur, mais celui qui va en prison. La famille aussi est dans la douleur. Hein. Le problème, c'est que lorsque ça se passe, il y a deux familles bousillées. Hein. Parce que les parents du tueur n'ont pas dit d'aller tuer. Hein. Et c'est son enfant qui va aller en prison. Et celui qui a été tué, les parents n'ont pas dit à l'enfant, va te faire tuer. Donc le problème qui se pose, c'est qu'il y a deux familles qui sont bousillées par un acte, je veux dire, une fraction de seconde. Et donc ça aussi, il faut soutenir les gens et il faut soutenir les parents des victimes, parce que malheureusement, quelle que soit marche blanche, quelles que soient mes paroles ou les actes qu'on va faire, ça ne va pas ramener la personne qui est décédée. Mais par contre, ça pourrait faire voir aussi qu'on est solidaire avec les gens qui sont dans la souffrance, et ça pourrait faire voir aussi qu'il y a quelque part des personnes qui ont envie que ça change. On va voir la photo Grégory juste avant le générique. Merci beaucoup. Une fois de plus d'avoir apporté votre soutien à la télévision pour expliquer les choses. Martinique bon et puis violence. En tout cas, merci à toi et puis bonne chance aux plus de 1300 bacheliers en section professionnelle martiniquais qui ont commencé leur bac. Bien, bon courage. Merci à tous les quatre. Et puis, on t'attend plus souvent au kiosque pour donner des conseils à la police. On va essayer de faire ça comme ça, mais c'est pas évident parce que, comme je vous ai dit, je viens ici, mais je vais dans les temples adventistes. Oui, quand on me sollicite, j'y vais parce que le peuple, il faut l'aider. Et quand vous avez, l'État n'a pas fait, je dirais, l'éducation correctement, je ne parle pas d'éducation nationale, hein, de mettre en place ce qu'il faut pour que ça puisse bien se passer, eh bien, c'est normal que des forces vives du pays puissent se mettre à disposition du citoyen. Merci. Donc, je suis content de venir quand vous m'invitez. Merci Louis Berthe. Merci à tous les trois, à tous les quatre. Merci à toi. Merci à Grégory, merci à son assistance de ce soir et puis à bientôt.